Je pense que c'est la base pour le corps humain d'avoir une bonne capacité aérobie. Je pense que ça prévient beaucoup de blessures. Et dans le domaine de la force, on a tendance à beaucoup se comprimer avec les charges lourdes. Et l'aérobie vient permettre de recréer de l'espace dans les tissus. Ça va permettre de réoxygéner les tissus. Recréer de l'alternance aussi, parce que du coup, on vient créer du mouvement dans le bassin, que ce soit de la course, du vélo, peu importe. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà comment tu vis, voilà ton positionnement au quotidien, voilà tes restrictions, voilà pourquoi tu as ça, voilà pourquoi tu as cette douleur, etc. Une fois que tu le comprends, tu n'as plus amené à vouloir faire le travail nécessaire pour. Être un coach, c'est aussi être à l'écoute, quel que soit ton domaine, le mouvement ou l'entraînement. Et bien sûr, il faut aussi savoir pousser la personne et l'inciter à faire plus, mais il faut aussi savoir s'adapter. Quand tu marches, par exemple, tu as toujours une rotation du bassin avec une alternance des bras. Tu as besoin d'avoir cette réciprocité pour avoir une forme d'équilibre, entre guillemets, dans tes asymétries. Les derniers thérapeutes que j'ai vus m'ont dit, si tu gères pas la sphère émotionnelle, tu règles pas tes traumas et que tu n'accèdes pas à la dimension limbique en fait, de ton cerveau, le limbique va toujours prédominer. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie aux proches infrarouges, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut Victoria, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Salut à toi, écoute, ça va bien, merci de m'accueillir sur ce podcast. C'est un honneur pour moi de pouvoir échanger avec toi, donc je te remercie pour l'invitation. C'est tout le plaisir et pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Victoria? Qui es-tu et que fais-tu? Oui, alors c'est une grosse question, donc j'ai un parcours un petit peu particulier. Je sais même pas comment je peux m'intituler. On va dire que de base, je suis coach. J'ai un BP, un STAPS, et là j'ai repris des études en kiné aux Pays-Bas. Donc bientôt, je pourrais dire que je suis kiné. Mais globalement, je vais plutôt dire que je suis coach en mouvement parce que je fais ni de l'entraînement vraiment pur et dur, ni j'ai une vision kiné stricte. Donc, on va dire que j'essaie de travailler vraiment avec un petit peu de plein de choses que j'ai appris de partout dans la sphère des athlètes qui ont des blessures ou qui ont des problématiques et qui sentent que la blessure approche. Donc, ça peut être de la prévention, de la prophylaxie ou ça peut être plus de la réathlétisation une fois que la personne est vraiment blessée. Et j'ai quelques personnes que je suis sur l'entraînement quand c'est complémentaire, mais c'est pas quelque chose encore que j'ai mis en place. J'ai le projet de mettre en place des entraînements axés un petit peu prophylactiques, mais pour le moment, je m'occupe surtout de personnes plus comme on ferait une séance de kiné un peu, si tu veux, ou une séance de chiro où je vais vraiment cibler les problématiques. Donc voilà, donc j'ai un gros parcours, j'ai fait plein de choses et j'ai repris mes études de nombreuses fois. Mais mon amour revient toujours au mouvement, revient toujours à la santé et dans le fait d'aider les autres un petit peu. C'est toujours ce qui m'a le plus animé, de pouvoir aider les personnes qui m'entouraient, que ce soit via différents moyens, parce qu'avant j'étais dans la politique et le journalisme, donc rien à voir. Mais il y avait toujours ce projet de faire quelque chose, tu vois, pour aider les autres. Et après, ça s'est concrétisé sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus simple, on va dire. J'avais besoin de quelque chose de moins, où il y avait moins de pouvoir, quelque chose de plus simple tout simplement. Et je trouvais que la manière la plus basique et
et la plus facile pour aider les gens, c'était via le corps, via le mouvement et via toutes les sphères qui sont reliées. Et donc, c'est comme ça que j'ai attiré à créer The Human Movement Therapy, qui est en fait mon entreprise de coaching dans le mouvement, si on peut dire ça comme ça. Après, on pourra m'appeler comme on veut. J'aime pas les étiquettes, donc n'importe quel nom me conviendra. Voilà. Je pense que des fois, le mot coach, il suffit. Et voilà, c'est très bien. Voilà, ça fait un petit peu mot de parapluie et ça prend en compte tous les autres sous-termes ou les autres étiquettes qu'on pourrait avoir et ça fait, au moins, ça fait le boulot. Qu'est-ce qui t'a attiré dans un premier temps dans le journalisme et la politique? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Alors, c'était ce même projet. En fait, je pense que j'ai une grosse blessure d'injustice. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie et j'ai toujours été très affectée par le monde qui m'entourait. Et j'ai beaucoup voyagé en fait via mon papa qui voyageait à travers le monde avec sa guitare et qui jouait de la musique dans la rue. Donc, il a toujours voulu en fait m'amener voyager. Donc, depuis très jeune, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait l'Inde, le Népal. J'ai fait des pays où il y avait beaucoup de pauvreté et j'ai vu des gros contrastes. Et je pense que ça m'a beaucoup sensibilisée au fait que j'avais envie d'apporter quelque chose au monde qui m'entourait. Et au début, je voulais faire ça via un projet politique et je me disais que j'allais être présidente et que j'allais changer le monde avec ça. Puis après, tu grandis et tu te rends compte que c'est pas aussi facile que ça et qu'au final, tu as très peu de marge d'action. Et c'était un milieu, j'étais à Sciences Po, c'était un milieu très, très sale et corrompu et je n'aimais pas du tout les gens qui m'entouraient. Et donc, à partir de là, je me suis redirigée vers le journalisme. Donc, je voulais faire la même chose. Le projet, c'était de changer les choses en écrivant, en sensibilisant les gens à des choses qui étaient peu dites dans les médias. Donc, je voulais travailler pour des journaux indépendants ou travailler sur les terrains de guerre. Et au final, je me suis rendu compte que pareil, si tu veux vivre en fait du journalisme, tu dois faire des trucs qui vendent. Et du coup, ça correspondait pas avec ce que je voulais faire parce qu'il allait falloir que je corrompe mes valeurs et écrire sur des choses que je voulais pas écrire. Et donc, c'est là où je me suis dit non, il faut revenir à des choses simples. Et il y a beaucoup d'autres moyens d'aider les gens. Et je pense qu'au final, c'est beaucoup mieux maintenant parce que j'ai une approche concrète, directe. Je suis vraiment avec un contact humain avec les gens et je vois ce que je fais et je vois le résultat. Et surtout, je voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais avoir ma liberté, être indépendante. Et le seul moyen d'avoir ça, c'était en montant mon entreprise. Donc, je suis très contente de la voie que j'ai trouvée au final. C'est moins prestigieux, mais au final, le prestige, ça apporte pas grand-chose sur le terrain, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis il faut pouvoir vivre avec passion dans tout ce qu'on fait. Et si on ne s'y retrouve pas de ce côté-là, comme tu as dit, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Peut-être pour d'autres, mais si tu es guidé, on va dire, par ce qui t'attire et ce que tu veux faire et quelque chose de positif, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut suivre cette voie jusqu'au bout. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur le journalisme avant et bon, la politique aussi, mais peut-être le journalisme, pour moi, c'est encore entre guillemets d'actualité, sans faire de mauvais jeu de mots, mais avec les réseaux sociaux c'est même pas qu'ils prennent en importance, c'est vraiment une pièce centrale maintenant de notre culture. Pour toi, la place du journalisme, elle est où? Est-ce que le journalisme existe encore aujourd'hui en 2021? Quelle est la dynamique entre le journalisme et les réseaux sociaux? Je ne sais pas si tu t'intéresses encore un petit peu à ce monde-là, mais ton point de vue m'intéresse sur la question, si je peux creuser un peu. Oui, il n'y a pas de souci. C'est un sujet, bien sûr, auquel je suis très attachée et ça me manque parfois. Des fois, j'aimerais bien écrire et continuer à faire des choses. Je pense que le journalisme, en fait, il a vraiment évolué et qu'il a juste du mal à faire cette transition. En tout cas, à l'époque où moi, j'ai travaillé pour un journal, je travaillais un petit peu pour Arte aussi. Il y a vraiment une transition qui doit se faire, une transition numérique qui était en train de se faire, mais qui était très compliquée. Donc, forcément, je pense qu'on a toujours envie de s'attacher aux traditions et surtout les gens qui sont dans ce milieu-là, on est très attachés à la presse papier, aux vieux médias, aux vieux supports, etc. Et du coup, l'évolution est très lente à arriver. Donc, il y a toujours des gens qui veulent pas évoluer. Et je pense que c'est dommage parce qu'avec les réseaux sociaux, on a un moyen de cibler les gens beaucoup plus rapidement. On a un moyen de cibler beaucoup de monde, peut-être même des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à l'actualité ou à certaines questions de choses qui se passent dans le monde. Et juste, il faut essayer de comprendre le public. Et je pense que là où il y a un problème, c'est que le journalisme ne s'est pas adapté à la demande en face et à l'évolution de la demande qui demande des formats très courts, des formats synthétiques, des formats plus accrocheurs. Mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et heureusement, il y a quelques supports qui commencent à s'adapter, à faire des choses
sur les réseaux, mais je pense que c'est encore compliqué et je pense que si le journalisme veut vivre, il va être obligé à un moment de devoir faire cette transition. Et après, bien sûr que je m'accroche à des supports anciens. J'aime la presse papier, j'aime le papier. Et il y a encore des magazines, heureusement, qui sont super. Tu as le 21, par exemple, qui sort des éditions avec vraiment des vraies enquêtes, tu vois, de 20 pages, poussées, approfondies. Mais par exemple, pour travailler au 21, tu n'as pas de contrat. Tu écris quelque chose, tu passes un an à écrire un truc, tu leur soumets, s'ils le veulent, ils le mettent dans leur édition, mais après c'est fini. Donc toi, en tant que journaliste, en fait, tu peux pas en vivre. Et c'est là où la plupart des journalistes, et c'est là où j'ai décroché, se tournaient en faisant de la communication. Donc la plupart des journalistes avec qui je travaillais, c'était des anciens passionnés qui se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas à leur fin de leur mois et que le seul moyen de vivre, en fait, c'était de faire de la com. Et là, forcément, ils étaient bien payés et du coup, tu fais plus que tu as envie de faire. Donc je pense qu'à part quelques très très bons journalistes, c'est difficile de percer dans le milieu. Il faut être passionné, il faut être prêt à travailler énormément pour une rémunération qui est complètement dérisoire et il faut s'adapter. Donc tout ce qui est forcément réseaux sociaux, radio, ça marche bien, télé, mais il faut s'adapter aux médias et au support en fait et s'adapter surtout à la demande qui change. Je pense qu'on a beaucoup moins d'attention qu'avant. Même moi, je me rends compte, hein, je pense que la capacité d'attention des personnes diminue beaucoup. Il faut réussir à captiver les gens et ça, il faut réussir à capter ça. Peut-être que finalement, la communication avec le journalisme, je pense que les journalistes auraient beaucoup à apprendre de la communication parce qu'ils auront peut-être des stratégies pour attirer le public pour écouter et pour prêter attention à ce qui est rédigé. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et par exemple, je prends un truc tout bête, hein, mais sur les réseaux sociaux avec le sport, par exemple, et le mouvement et ce qu'on fait actuellement, j'avais tendance à faire des longs posts, des longs articles. Et je me rendais compte que je passais genre une semaine à travailler sur un truc et j'avais 20 personnes qui lisaient vraiment le truc. Où je le vois quand je publie des vidéos, si je publie une vidéo qui fait plus de 5 minutes, mais le taux d'audience, il chute énormément. Alors c'est vrai que je fais pas un travail de mise en image, etc. Mais bon, le contenu me paraît beaucoup plus intéressant que certains posts à clic tout bidon. Mais je me rends compte que ça ne marche pas. Donc là, j'essaie de travailler sur d'autres types de formats, par exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Huberman qui fait énormément de super contenu sur les neurosciences et sur plein de domaines liés à la science, tout simplement. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des longues vidéos sur YouTube. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, il va les reprendre avec un post vidéo d'1 minute où il explique avec un schéma visuel. Donc, il est très intelligent, il a réussi à comprendre comment attirer la demande et comment attirer les gens vers des contenus longs, éducatifs. Mais c'est un travail à faire. Et je pense que ce travail-là, c'est une responsabilité de le faire. Si tu es passionné par ce que tu fais, que tu veux éduquer les gens, c'est aussi à toi de t'adapter. Si le format long ne marche pas, parce que les gens, ils n'arrivent plus à se concentrer sur un format long, ils n'ont pas cet intérêt-là, il faut que toi, tu arrives à éduquer les gens à aller vers ce format long. Et c'est là où je pense qu'il faut se remettre en question et accepter de changer en fait, ou d'accepter de faire des choses que tu n'aimes pas forcément, mais c'est finalement pour un but qui pour toi est important et qui te tient à cœur, d'amener les gens à écouter ton format long où il y a vraiment un contenu éducatif intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses par exemple des méthodes ou des approches que tu as apprises quand tu étais dans le monde du journalisme, que tu arrives quand même à mettre en application dans ce nouveau monde des réseaux sociaux et qui a peut-être à ton avis a une plus-value de ce point de vue-là? Alors, c'était mon plus grand défaut, je crois que je l'ai toujours, c'est la synthèse. Alors, quand tu es journaliste, on te demande toujours, t'écris un truc, toi, ça te paraît super, et puis quand tu soumets ton truc à la personne qui est responsable, ton supérieur, il te coupe, il te supprime toutes les phrases, il essaie d'aller à la synthèse maximale. Et moi, j'ai détesté ça, et au final, je me rendais compte que parfois, simple, c'est mieux. Et avec peu de mots, faire passer l'idée essentielle, c'est mieux que de noyer la personne avec beaucoup d'informations. Et j'ai encore, c'est un grand défaut, hein, j'ai vraiment du mal à synthétiser ce que je veux dire. Mais c'est ce que je retiendrai le plus du journaliste, c'est d'apprendre à synthétiser et à dire la même chose avec 50 mots au lieu de 500 mots. Et c'est beaucoup plus percutant. Le message passe mieux, les gens le retiennent mieux. Et souvent, au final, le but est que le message passe et soit retenu. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, au final, même de la personne qui délivre le message. Donc parfois, même si tu as envie d'écrire beaucoup, d'expliquer très en détail, c'est mieux de commencer par des formats courts, justement, et ensuite d'amener vers des formats longs. Mais il y a un pré-travail, je pense, à faire. On revient même pour amener un format long. Il faut savoir synthétiser, expliquer les choses simplement et simplifier surtout, parce que souvent, je pense, et même ça arrive à tout le monde, je pense, même dans la sphère du sport, quand tu acquiers des connaissances, tu as tendance à développer un champ de connaissances, un lexique
un vocabulaire un peu technique. Et après, tu oublies que les gens n'ont pas ce vocabulaire, n'ont pas ce lexique, n'ont pas tes connaissances. Et ce qui pour toi, ce qui te semble simple, en fait, pour les autres, c'est du charabia. Et je pense que les personnes qui sont les plus douées pour enseigner ou pour transmettre des informations, c'est celles qui arrivent à les rendre très simples, comme si tu communiquais avec un enfant. Et c'est un travail qui est difficile parce que c'est vrai qu'on a tendance à se perdre, mais je pense que c'est très important de s'adapter au public en face et d'arriver à dire les choses simplement. Je pense que si tu n'arrives pas à dire les choses simplement, c'est que tu les maîtrises pas et là, ça devient problématique. Comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que tu abordes de nouvelles informations? Comment est-ce que tu t'as dit que tu n'es peut-être pas très forte à faire cette synthèse quand tu parles de créer des posts, mais pour toi, comment est-ce que tu intègres ces nouvelles informations, ces nouvelles approches quand tu prends un cours, tu regardes une vidéo? Quel est ton processus là-dedans? Alors, toujours, moi, je suis très. J'ai toujours, tu sais, on me dit on a une mémoire visuelle, une mémoire auditive, une mémoire plus manuelle, pratique. J'ai jamais réussi vraiment à trouver laquelle était la mienne. Finalement, je pense qu'elle est pratique. Je m'en rends compte actuellement. Euh, j'ai des troubles de l'attention, donc j'ai tendance à beaucoup me disperser. Donc j'ai souvent, quand j'apprends, j'ai souvent beaucoup de choses qui me passent en même temps et j'ai du mal par exemple, si j'écoute quelque chose, je vais avoir du mal à me concentrer que sur ce que j'écoute. Donc déjà, j'ai besoin absolument de m'isoler et de mettre en pratique. Je pense que c'est là où j'apprends le mieux. J'ai besoin de faire. Donc à chaque fois que je prends un cours, je prends des notes, mais j'ai toujours besoin de pratiquer derrière, de pouvoir pratiquer. Donc j'utilise mon conjoint, je lui fais faire plein de choses et je répète en fait manuellement. Des fois sur moi-même, si j'ai personne, en fait, je me parle à moi-même et je fais des gestes et j'ai besoin de visualiser ce que je fais. Donc je pense qu'au final, je reviens à la dimension visuelle. Mais j'essaie de multiplier les voies d'entrée pour mémoriser en utilisant différentes sources. Donc, j'essaie d'utiliser le visuel, l'auditif. Des fois, je vais me parler à moi-même pour m'écouter justement. Et c'est un travail un peu compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment biaisés vers une sphère d'apprentissage, le visuel par exemple, et ils savent ce qui marche pour eux. Pour d'autres, c'est plus compliqué, c'est plus varié. Et je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Je ne pense pas qu'il y a une bonne méthode. Après, il faut apprendre à connaître aussi comment tu fonctionnes. Je pense que si, dans mon cas où j'ai tendance à beaucoup me disperser, par exemple, je dois faire un travail constant, un effort vraiment pour me dire, OK, tu te concentres que sur ça et tu t'isoles et tu réfléchis qu'à quelque chose pour pas me disperser. Je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de gens parce qu'avec avec la multiplication des informations qu'on reçoit dans la journée, comme je te disais, je pense qu'on perd vraiment en capacité d'attention et qu'au final, les troubles d'attention, je pense qu'ils touchent beaucoup de monde, même si on n'en parle pas tous. Je pense que beaucoup de personnes ont des petits signes, en tout cas, de troubles de l'attention, de la concentration. Et c'est là où ça devient important de réussir à faire une chose à la fois pour essayer de ne pas se disperser et à mettre en place des stratégies d'apprentissage. Mais j'ai tendance à faire plein de choses en même temps et du coup, c'est compliqué. Tu as dit que tu étais aux Pays-Bas à l'heure actuelle. Est-ce que tu as Ouais. grandi en France ou tu as grandi là-bas? Je suis née alors en région parisienne. J'ai vécu jusqu'à mes 17-18 ans. Après, je suis partie de la maison pour partir en école politique à Lille. Et quand j'ai arrêté la politique, je suis partie au Canada, à Montréal, puisque je cherchais à me former dans le sport et j'aimais pas l'approche française du STAPS et de ce qui se faisait à l'université. Donc, je suis partie à l'université de Montréal. J'ai fait ce qu'ils appellent là-bas un bachelor de kinésiologie. Et j'étais très maigre, je traversais une période très compliquée de ma vie, vraiment très compliquée. Donc mes parents m'ont forcé à rentrer pour me faire soigner en France. Et là, j'ai réintégré un STAPS. Et après, de fil en aiguille, j'ai abouti dans le sud pour faire du journalisme. Donc j'ai vécu un peu dans le sud de la France, à Toulouse, à Montpellier. Et de là, j'ai atterri à Amsterdam pour l'école de kiné. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école de kiné en France, c'est 4 ans. Et à Amsterdam, en fait, l'école se fait sur 3 ans en intensif. Donc, tu n'as pas de vacances. Et c'est non-stop, mais c'est une école internationale avec des gens du monde entier. Et je voulais retrouver cette dimension multiculturelle pour avoir des visions différentes, des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà eu beaucoup d'expérience. Donc, on a entre 18 et 45 ans. Et voilà, et du coup, j'ai atterri dans cette ville. Mais à la base, je suis venue ici pour Julien Pinault, que tu l'as eu sur le podcast, Julien Pinault? Ouais, tu l'as eu sur le podcast. Donc, je suis atterri là-bas pour Julien parce qu'à ce moment-là, j'étais en contact avec Julien et lui vivait à Utrecht encore, il vivait pas encore à Amsterdam. Enfin, maintenant, il est parti au Brésil, mais à ce moment-là, il vivait là. Et je suis tombée amoureuse de cette ville et du coup, je m'étais dit, je vais venir vivre ici. Et voilà. Donc, en fait, c'est StrongFit qui m'a amené à vivre aux Pays-Bas. Ah, c'est bon ça, Strong Fit. Si je me trompe pas, c'était l'épisode 100 avec Julien. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas et qui ne l'ont pas écouté, allez checker le podcast avec Julien. Est-ce que tu vois des grandes différences peut-être au niveau culturel
entre même la France et les Pays-Bas dans le monde du sport, de l'entraînement, de la réathlée, etc. Alors, je pense que, alors, j'ai pas été beaucoup en contact avec des gens ici au niveau de la réathlée. Au niveau de la kiné, je pense que l'école de pensée est exactement la même. Je suis pas copine avec le modèle de pensée de la kinésithérapie, donc je vais pas trop forcément m'étaler là-dessus. Je suis pas là pour cracher dessus, mais j'ai beaucoup de mal avec le modèle. Je pense que c'est le même en France et aux Pays-Bas. Clairement, je vois aucune différence. Par contre, au niveau de la population, c'est une population qui est beaucoup plus active, qui est beaucoup plus respectueuse de son environnement dans le sens général, donc des autres en général, des autres personnes et de l'environnement, de l'environnement, de la terre, de tout ce qui est naturel. C'est des gens vraiment très, très respectueux. Par exemple, là-bas, les Français, on est vus comme des gens tout le temps en retard. C'était la première réflexion qu'on m'a faite. On m'a dit, ah, mais toi, t'es française, tu seras toujours en retard. Et c'est vrai, j'étais tout le temps en retard cette année en école de kiné. Mais voilà, c'est une population qui est beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus calme. Les gens prennent le temps ils mangent tôt, tu vois, ils mangent à 5 heures, ils passent du temps avec leur famille, ils prennent le temps d'aller se balader. Dès qu'il fait beau, les gens sortent dehors, se retrouvent ensemble. Et du coup, c'est beaucoup plus apaisant. Il y a moins de stress comparé à… Pourtant, Amsterdam, c'est la capitale. Si tu prends l'équivalent de Paris, ça n'a rien à voir. Il y a une atmosphère de village, en fait, dans Amsterdam. Et ça, c'est très, très reposant. Et pour le coup, je préfère vraiment la mentalité et la culture ici. Je pense que c'est bien de vivre en prenant le temps et pas d'être pressé comme on le fait en France en permanence où c'est la course. Donc, c'est bien. Je voulais parler un petit peu de ton passé athlétique ou de ton parcours athlétique. Ouais. Ton sport de prédilection quand tu étais jeune, c'était la force athlétique, c'est juste? C'est ça. J'ai commencé par le patinage artistique. Après, j'ai évolué vers de la pole dance. Et de là, mais c'était toujours dans tout ce qui était les tricks, donc tout ce qui était les figures de force, si tu veux. Et après, j'ai atterri sur muscu, crossfit, haltéro. Et de l'haltéro, j'ai basculé sur la force parce que j'étais blessée et que j'avais beaucoup plus de facilité à adapter mes entraînements force qu'en haltéro. Et du coup, depuis mes 20 ans, 22 ans, c'est la force athlétique que je pratique. Donc, ça va faire 5-6 ans à peu près. Et voilà, j'ai connu pas mal d'écoles en force. J'ai été coaché par Marc Vouillot, qu'on appelle le père de la force en France, qui est l'ancien des anciens et qui a écrit un des seuls livres, je pense, sur la force athlétique en France. Et après, de là, j'ai basculé avec des approches plus traditionnelles, des influences américaines un petit peu. En tout cas, des coachs aujourd'hui qui ont des influences américaines et d'autres écoles. Et du coup, c'est intéressant. Pareil, j'ai vu une évolution dans la manière dont j'étais coaché et mon approche a évolué aussi. De quelle manière ton approche a évolué dans le cadre de l'entraînement, de la préparation pour la force athlétique? Ouais. Alors, quand j'ai commencé la force, je faisais extrêmement peu de volume, très peu de fréquence. Je m'entraînais 3 fois semaine. Puis c'était squat, bench, terre. Et c'était tout. Il y avait un leg curl, un leg extension et pas de renfort pour le dos parce qu'ils considéraient que mon dos était renforcé par le terre. Pas de renfort pour les abdos. C'était juste un gainage planche, 30 secondes, c'est réglé. Donc, c'était très, 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 très simple. Et surtout, pour moi, c'était très frustrant qu'il venait du CrossFit où je faisais 30 heures d'entraînement semaine. J'allais au CrossFit après, j'allais à l'haltéro, je faisais plein de choses. Et de là, je suis arrivée à m'entraîner 3 fois semaine, des séances super courtes. C'était l'enfer pour moi. Mais bon, ça marchait plus ou moins. Et de là, j'ai basculé sur des approches où justement on réintègre de la fréquence, du volume, beaucoup d'assistance, travaille sur les différents plans. Puis la personne me coach en termes de préparation, mais moi, je gère toute la dimension RIAB. Donc, je vais travailler tous les plans. Donc, vu qu'en force, on travaille beaucoup de plans sagittal, j'intègre beaucoup d'exercices pour le plan frontal, pour le plan transversal, beaucoup de prophylaxie, des warm-up spécifiques, des finishers spécifiques. Donc, j'essaie vraiment de prendre en charge une vision beaucoup plus globale. Entre mes exercices, j'ai tendance à faire pareil de la RIAB et j'ai une approche beaucoup plus complète. Et surtout, je réintègre une dimension cardiovasculaire parce que je pense que c'est une base qui est importante et dans le milieu de la force, elle est très négligée. Les personnes se disent on n'a pas forcément besoin de développer une capacité cardiovasculaire, d'endurance, d'aérobie. Et je pense que c'est une grave erreur. Je pense que c'est la base pour le corps humain d'avoir une bonne capacité aérobie. Je pense que ça prévient beaucoup de blessures. Et dans le domaine de la force, on a tendance à beaucoup se comprimer avec les charges lourdes. Et l'aérobie vient permettre de recréer de l'espace dans les tissus, ça va permettre de réoxygéner les tissus.
recréer de l'alternance aussi, parce que du coup, on vient créer du mouvement dans le bassin, que ce soit de la course, du vélo, peu importe. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, j'essaie d'en intégrer là petit à petit pour développer une capacité et pouvoir garder. Et je pense que du coup, ça change beaucoup par rapport à ce que je faisais avant. Tu vois un effet positif déjà au niveau du travail cardio pour toi-même et qu'est-ce que ça t'apporte? Toujours, déjà au niveau des douleurs, à chaque fois que j'ai des douleurs de dos, si je termine ma séance par même du air bike ou n'importe quoi, où je vais avoir du mouvement au niveau du bassin, j'ai beaucoup moins de douleurs par la suite. Et au niveau de ma capacité à enchaîner des assistances avec du volume, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que quand tu fais un 6 reps au squat et que tu es soufflé, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc voilà, je sens que j'arrive à tenir beaucoup mieux mes séances, à mieux récupérer, à me sentir mieux le lendemain et puis même de manière générale au niveau de la santé de l'athlète sur la longévité, je pense que c'est vraiment important. Et en force, c'est vraiment très, très peu. Je pense en tout cas en France que le public français de force athlétique est très peu éduqué sur la dimension prophylatique. Il y a une école qui veut vraiment faire squat, bench, terre, et puis il n'y a pas toute cette vision-là, même sur de l'assistance, sur l'hypertrophie, sur des choses simples, c'est pas pris en compte. Et je pense que sur un terme de performance, ça peut marcher pour des gens. Et je pense que sur un terme de longévité, ça a certaines limites. À ton avis, dans ce même fil de pensée, quels autres aspects de l'entraînement sont encore trop négligés dans le monde de la force athlétique? Comme tu as dit, on parle de travail d'assistance, peut-être pour certains. On travaille bien sûr les mouvements de compétition avec leurs variantes. Tu as mentionné le cardio qui peut être un ajout intéressant. Quelles autres dimensions, toi, tu aimes apporter pour avoir cette approche la plus holistique possible? La respiration, mais pour tout le monde, en fait, même les patients que je vois au cabinet de kiné, et pour les athlètes, c'est la même chose. Je pense que ce n'est pas du tout pris en compte. Les gens, ils ont très peu de connaissances à ce niveau-là. Ils ont très peu de conscience. Ils ne prennent même pas conscience de leur respiration. La plupart des gens que je vois, ils ont des respirations comme ça, tu vois, c'est très, très court. Les inspirations sont courtes, les expirations sont courtes. Ils n'en ont pas conscience. Et même quand tu leur demandes des fois d'expirer, tout simplement, il y a aucune capacité à expirer, ils paniquent complètement et dès que tu leur demandes d'expirer sur peut-être 4 secondes, ce qui est rien du tout, quand ils doivent réinspirer, on dirait que tu les as tenus en apnée pendant 1 minute, tu vois, et qu'ils sont en train de s'évanouir. Et je pense qu'il y a une grosse il y a vraiment un besoin de prendre ça en compte parce que je pense que tout passe par la respiration, parce que la respiration guide le système nerveux et que parce que le système nerveux, je pense que ça revient à être la base. Mon approche, elle a beaucoup évolué entre ce que j'ai pu faire avec StrongFit, avec ce que j'ai pu faire en posturologie, avec ce que j'ai pu faire récemment sur tout ce qui était le travail respiratoire, avec toutes les influences que j'ai pu avoir et toutes les formations que j'ai pu faire. Et j'en reviens toujours au système nerveux, mais via différentes branches. Si tu veux vraiment, je vois le système nerveux au centre. Il y a la posturologie, mais la posturologie en revient au système nerveux. Tu as la respiration et tout ce qui est le travail. Tu as eu un peu Alex sur le podcast, tu as eu Bill et tout. La respiration et tout ce travail-là de repositionnement, on en revient au final sur le système nerveux. Et toutes les sphères que j'ai pu voir, les réflexes archaïques, etc., toutes les formations que j'ai pu faire, toujours on en revient au système nerveux. Donc, c'est différentes manières d'y accéder. Et la respiration, pour moi, ça reste la plus simple parce que c'est quelque chose que tu fais toute la journée. Tu fais ça 20 000 fois par jour. Tout le monde peut se prendre chez soi le temps de travailler sur sa respiration. Et c'est la base, en fait, quel que soit le sport, peu importe que tu fasses un sport d'aérobie, un sport en anaérobie comme la force, c'est quelque chose sur lequel tu vas toujours revenir. Et je pense que c'est la base. Donc, du coup, ce travail-là, parce que via la respiration, on va repositionner le corps, on va ramener des fluides dans les zones où il n'y a pas de mouvement, où il n'y a pas d'espace. On va permettre de repositionner le corps, on va permettre d'avoir une bonne stabilité au niveau proximal, au niveau de la sangle, par exemple abdominale. À partir de là, on va accéder à tout ce qui est mobilité distale. À partir de là, on va avoir de la stabilité, on va regagner des amplitudes de mouvement. Une fois qu'on a les amplitudes de mouvement, on va pouvoir générer de la force. Et donc, en fait, c'est un petit peu des étapes, si tu veux, comme ça. Je sais pas, c'est un peu comme un iceberg. Et puis, ce qu'il y a au fond, c'est le système nerveux et on ne prend pas en compte. Et au-dessus, tu as toutes les couches. Au final, tout ramène vers ce système nerveux.
Et donc, la respiration me semble très importante. Et vu qu'en force, on travaille beaucoup en apnée avec tout ce qui est Valsalva, etc., souvent, on a des athlètes qui sont complètement, c'est ce que j'expliquais là dans le dernier post que j'ai fait, des athlètes qui sont complètement verrouillés en position inspiratoire avec un désalignement total du plancher pelvien, du diaphragme, avec les côtes qui sont en rotation externe complète sur la partie basse. Tu les vois, ils ont des côtes qui ressortent là très énormément. Tu vois les côtes, même sûrement on les voit, les côtes qui ressortent. Et je te remets l'écran bien. Et donc ces athlètes sont avec un bassin très antéversé, les érecteurs qui sont toujours en tension, ils ont toujours mal au bas du dos et mal dans les genoux, pareil, parce qu'il y a mal dans les pieds. Des fois, les fascies plantaires, ils sont très portés vers l'avant. Le centre de gravité est complètement porté par l'avant par cette position. Donc si tu fais jamais ce travail-là de respiration, d'expiration, au final, c'est même pas d'inspiration, c'est de l'expiration qu'on va chercher à avoir. L'athlète va toujours vivre dans cet état-là. Et l'état inspiratoire, c'est un état de panique, c'est un état de stress, un état sympathique au niveau du système nerveux. Du coup, tu vas avoir des athlètes qui vont avoir du stress, qui vont être dans le système sympathique. Ils vont jamais récupérer, ils vont jamais accéder au système parasympathique. La récupération, elle va être pas bonne. Tu vas avoir des muscles qui vont être sursollicités en permanence, comme les extenseurs du dos, les paravertébraux. Tu vas avoir les fléchisseurs de hanches, tu vas avoir les quads, tu vas avoir des muscles qui vont être tout le temps suractifs. Et tu vas avoir des blessures qui vont tendance à se faire parce qu'une fois que tu es dans cette position-là, tu perds des amplitudes de mouvement. Un test tout simple, mettons, vous pouvez le faire chez vous en fait, genre tu t'allonges sur le sol, tu te mets comme ça et tu te mets en extension sur le dos. Enfin, tu fais une extension un peu comme ça sur le sol. Et tu viens prendre ton amplitude de rotation interne ici au niveau de l'épaule. Ta rotation interne, elle va être complètement limitée. Si tu demandes à la personne d'expirer, de revenir en position neutre, elle va tout de suite gagner énormément en amplitude. Tu peux le tester sur n'importe qui, ça marche toujours. Idem sur les hanches, tu testes les hanches, c'est pareil. Tu n'as rien changé. La seule chose que tu as changé, c'est que tu as fait une expiration complète, tu as ramené de la stabilité au niveau proximal, tu as repositionné le corps de manière à sortir d'un biais, parce qu'en fait, la personne elle est biaisée, et du coup, tu réaccèdes à tes amplitudes de mouvement, et tu réaccèdes à ta capacité à générer de la force, ta moins de compensation, etc. Et tu reviens à un état parasympathique qui est très important si tu veux perdurer sur le long terme et récupérer et accéder à de la force. Après, comme Julien disait, en fait, Julien il prend le modèle de l'arche avec le parasympathique et le sympathique, mais si tu es tout le temps dans le sympathique, ton arche elle est déséquilibrée et ça se casse, ça ne tient pas. Donc c'est important d'avoir cet équilibre-là. Et voilà, donc première chose à faire, parce que du coup, je me suis perdue, mais il ne faut pas me lancer dans ces trucs-là. Expirer, juste apprendre à expirer et travailler sur la respiration. Comment est-ce que tu apportes cette idée-là à une population dans la force athlétique notamment, pour qui une pratique de cet ordre-là est très certainement très, très chiante du fait que tu n'as pas une charge qui est lourde sur le dos ou à soulever. Il faut penser interne au lieu de externe et c'est peut-être pas un cadre d'opération qui est très commun pour ces personnes-là, simplement de par leur pratique et très certainement aussi de par, pour certains en tout cas, ou pour une grande partie, leur personnalité. Comment est-ce que tu abordes ce sujet-là ? Alors, le plus simple, c'est qu'au début, je me suis tuée avec des gens qui, justement, ne faisaient pas ce que je faisais. Le mieux, c'est d'avoir des athlètes qui sont complètement pétés. Parce que quand ils sont complètement pétés, les athlètes, ils n'ont pas le choix, ils sont complètement frustrés et du coup, ils te disent « je suis prêt à faire n'importe quoi ». Et de toute façon, même s'ils veulent faire autre chose, dès qu'ils vont à la salle et qu'ils essaient de charger, ils voient bien que ça lâche et qu'ils ont mal. Donc, le mieux, c'est de récupérer des athlètes quand ils sont au fond du seau. C'est le plus facile, même si ce n'est pas très amusant. Après, c'est là où quand tu as des athlètes qui arrivent encore à faire un petit peu, qui arrivent à se manager, ça passe par l'éducation et c'est ce que j'essaie de faire à travers les posts, de parler un peu de mon histoire, de parler de l'importance de la prévention, de parler d'essayer d'optimiser des stratégies. Par exemple, les athlètes, ils n'ont pas envie de passer trop de temps à faire ça. Donc, des fois, tu leur dis, en force, par exemple, tu as des récup des fois entre 2 minutes 30 et 5 minutes entre tes lifts lourds. Tu peux essayer de caser là quelques exos, des exercices qui ne demandent pas trop d'activation musculaire, où ça va les relaxer, ou à la limite, ils peuvent s'introspecter un petit peu sur la prochaine barre qu'ils vont faire. Eux, ils n'ont pas trop l'impression de perdre du temps. La troisième chose, c'est de leur montrer des avant-après, toujours pour qu'ils puissent voir, ok, comme je viens de te montrer là, par exemple, le truc de l'épaule, tu le montres au sol, la personne, elle se dit, ah putain, je récupère mon amplitude de mouvement, super, ils sont contents. Donc, leur faire des petits avant-après, des fois, c'est parlant pour eux.
et ils ont plus tendance à le faire. Et après, expliquer. Donc, ce que je fais quand je fais les suivis, c'est que je fais une fiche de synthèse où je montre à la personne tout ce qu'elle a avec des photos d'elle. Je lui explique qu'est-ce que je vois, pourquoi je vais travailler ça, 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 ça. Du coup, la personne, elle se comprend, chose que souvent, quand tu vas chez le docteur ou chez le médecin, il te donne un traitement, mais il ne t'explique pas trop le pourquoi du comment ou pourquoi derrière les exercices. Ou il ne t'explique pas ce qu'il a vraiment vu sur toi. Donc, tu le crois, mais en même temps, tu ne sais pas trop vraiment si lui, il est même sûr de ce qu'il fait. Donc, je pense que ce travail-là d'expliquer, d'écouter ce qu'on a, d'écouter quelqu'un te dire voilà comment tu vis, voilà ton positionnement au quotidien, voilà tes restrictions, voilà pourquoi tu as ça, voilà pourquoi tu as cette douleur, etc. Une fois que tu le comprends, tu n'as plus amené à vouloir faire le travail nécessaire pour. Et ensuite, les petites améliorations. Donc, souvent, la personne, quand elle a un petit soulagement avec un exercice et qu'elle sent que ça la soulage, elle a tendance à vouloir maintenir. Donc, des fois, tu n'as pas une amélioration totale sur le moment, mais la personne, elle voit un petit changement. Et ça m'est surtout venu via les formations de posturologie que j'ai fait. Quand on fait le bilan postural, on montre toujours à la personne dans la séance les corrections. Donc, tu vois la personne, tu la testes, tu lui fais faire des corrections qui vont être temporaires, c'est-à-dire que ça va marcher sur le moment, mais tu sais qu'après, ça va partir si elle ne fait pas un travail sur le long terme. Tu lui montres les corrections et tu lui montres dans le miroir. Et donc, la personne, elle se voit. Donc, des fois, c'est un truc tout bête, un test des extenseurs. Une fois que tu as recalibré la personne posturalement, tu lui refais refaire, elle arrive à résister, elle se dit, ouais, j'ai retrouvé de la force. Donc, elle le voit. Et quand tu vois, tu as tendance ensuite à te dire, ok, ça marche. Souvent, plus les gens, ils sont désespérés. Ils ont tourné de gauche à droite chez tous les médecins du pays. Ils n'ont pas réussi à trouver de solution. Et enfin, ils voient quelque chose sur eux et ils se disent, OK, je vais aller dans ce sens-là. Et là, ça fait du sens, en fait, pour moi. Donc, l'exemple que j'ai là, par exemple, c'est même pas une population sportive. Aujourd'hui, j'étais au cabinet avec une petite dame qui a 65 ans, qui est asiatique. Elle parle pas néerlandais, elle parle pas anglais, donc j'arrive même pas à communiquer avec elle. Juste, elle me montre son tibia comme ça en permanence. Et ce qu'elle me fait à chaque fois, c'est un leg curl. Donc, elle essaie de ramener son pied vers son fessier. Et elle me montre que sur les deux jambes, elle n'arrive pas, en fait. Elle reste bloquée. Et elle s'excite dessus. Elle me dit, oh là là, j'arrive pas à aller au-delà de 90 degrés, je comprends pas. Mais elle me dit pas de mots vu que je comprends pas ce qu'elle me dit. Elle me parle en chinois, mais elle me montre. Et donc, elle me montre ce qu'on lui faisait faire et c'était des trucs stupides. Et en fait, je savais que je pouvais pas lui expliquer avec des mots comme je pourrais le faire avec toi, avec n'importe qui, ce que j'allais lui faire. Donc, juste, je lui ai fait 5 minutes de manip sur ce qui était important et je lui ai montré. Et après, je lui ai fait refaire une flexion de genou. Et donc là, elle avait quasiment une flexion complète. Il manquait encore un petit peu, mais c'était le jour et la nuit. J'ai pris une photo et je lui ai montré. Et là, elle l'a vu et tout de suite, elle était toute contente. Tu vois, elle m'a fait 2 pouces, elle souriait, elle était trop contente. Et le mot pain, c'est le même en néerlandais. Donc, elle disait pain comme ça. Et elle me disait que ça avait diminué. Elle était toute contente. Et du coup, je lui ai donné des exercices un peu techniques à faire. Mais elle a compris et je la vois faire. Donc, elle vient, elle fait ses exercices. Et du coup, voilà, même avec quelqu'un avec qui tu n'arrives pas à communiquer, quand tu lui montres un avant-après et qu'il a une petite diminution de la douleur, il va être enclin, je pense, à faire le boulot derrière. Quand tu parles de ce travail respiratoire, et bien sûr, ça va dépendre de tout un chacun, du contexte et de leurs besoins, mais en général, ça va prendre combien de temps par jour, par semaine? Combien de temps doit être dédié à cette pratique-là si on veut déjà voir des résultats, voir des changements et voir des améliorations? Alors, c'est compliqué. On va dire que j'essaie de plus avoir… J'essaie de plus imposer ma vision. J'avais tendance à donner beaucoup au départ parce que je voulais faire le truc le plus parfait. Je donnais plein d'exos et puis les gens me disaient, oh là là, ça m'a pris 1 heure aujourd'hui. J'avais pas le temps. Puis ils le faisaient 1 semaine à fond et après ils faisaient plus rien. Puis tu t'en rends compte en fait quand tu les retestes au bout de 4 semaines, tu dis, ok, soit tu as mal fait les exos, soit tu les as pas fait, soit ce que j'ai fait c'était pourri, mais il y a quelque chose. Et en fait, maintenant, ce que j'essaie de me dire, c'est que, ok, même si parfois dans ta tête, tu as un plan qui est parfait et tu aimerais qu'il fasse ça, 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 si la personne, c'est trop pour elle ou qu'elle n'a pas le temps, finalement, ça va être contre-productif. Donc, parfois, il vaut mieux accepter de faire moins, de partir sur des choses simples, donc de donner… alors, c'est compliqué. On va dire qu'avec les gens qui sont sédentaires et qui ne font pas de sport vraiment à côté, je leur donne 3 à 4 exos journaliers, environ 3 séries à faire où ils se concentrent vraiment sur le truc. Le problème avec les athlètes qui font de la force, c'est qu'ils mettent un tel niveau de compression sur leur corps, un tel niveau de stress, qu'avec 3 séries, 3 exos, le changement, il n'est
il n'est pas incroyable, surtout si derrière, ils s'entraînent 3 heures à la salle. Et en plus, en général, je ne touche pas à leurs assistances. Du coup, des fois, les assistances continuent à les biaiser dans un schéma. Et moi, à la fin, je me donne 3 séries, 3 exos à faire. C'est dérisoire. En plus, je ne suis pas là. Donc, des fois, ils ne font pas des expirations assez complètes. Des fois, ils n'ont pas le bon positionnement. Donc, je leur mets plus de choses. Ce que je fais, c'est que je mets des exos en warm-up. Et je leur mets toujours un exo en cool-down après la séance pour essayer de reset le corps pour être sûr qu'ils rentrent chez eux dans un bon pattern, parce que s'ils rentrent chez eux à la fin de leur séance, ils vont rester dans leur pattern de fin de séance. Donc, j'essaie de ramener ça, j'essaie de favoriser un état parasympathique, etc. Et pendant la séance, parfois, entre les lifts, c'est là où j'essaie de profiter. Je leur mets quelques exos. Par exemple, s'il y a un shifto squat, s'il y a des douleurs au coude sur un bench, puisque la personne, elle manque de rotation interne au niveau de l'épaule, je vais leur mettre des petits exos pour essayer de combler ça. Donc, ça va dépendre de l'athlète. Je sais qu'il y a des athlètes qui sont à 100% et je peux leur mettre beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des athlètes, faut pas leur demander la lune, il faut rester simple. Donc, avant, j'avais tendance à m'imposer. Maintenant, je me dis… être un coach, c'est aussi être à l'écoute, quel que soit ton domaine, le mouvement ou l'entraînement. Et bien sûr, il faut aussi savoir pousser la personne et l'inciter à faire plus, mais il faut aussi savoir s'adapter. Donc, j'ai une femme, par exemple, qui a 4 ou 5 enfants, je ne sais plus, et elle a un rythme de fou furieux. Sa vie, c'est ses enfants, elle travaille tout le temps, elle n'a même pas des fois le temps de manger. Avec elle, je ne vais pas lui dire ce que tu fais, c'est pourri, tu t'en fais pas assez. Je lui dis, écoute, si déjà tu arrives à me faire un exo, 3 séries tous les jours, je suis ravie en fait. Je sais que ça sera mieux que rien et c'est une petite goutte, mais une petite goutte tous les jours. Je sais que ça va faire une petite différence. Alors avec elle, je m'attends pas à avoir une transformation posturale, avoir des avant-après flagrants, avoir une disparition totale des symptômes. J'essaie déjà de la maintenir, que son état ne s'aggrave pas. Et si on a des petites améliorations, des diminutions de douleur, je lui dis c'est super. Juste, il y a un travail de communication important à faire dans le sens où il faut expliquer à la personne, voilà, ce que tu me donnes, c'est ça. Moi, je ne peux pas faire de la magie. Il faut que tes attentes, tu les ramènes. Si tu veux monter tes attentes, il va falloir que tu mettes plus de travail. Il y a de l'input et de l'output, quoi. C'est simple. Mais il faut leur dire parce que des fois, tu as des gens, ils veulent avoir une transformation radicale et puis ils te donnent ça, en fait. Moi, je suis pas magicienne. Hein. Je n'ai pas de don magique, malheureusement. Sinon, j'aimerais bien. Mais je fais avec ce que tu me donnes, quoi. Dans cette approche de la respiration, est-ce que tu as des personnes ou des méthodes qui t'ont influencé grandement de tout ce que tu mentionnes? Je vois qu'il y a quand même beaucoup de différentes approches que tu as apprises et que tu as intégrées, que tu as synthétisées, malgré le fait que tu as dit que tu n'étais pas très forte à la synthèse. Je pense que ça s'entend que tu as fait ce travail-là. Mais est-ce qu'il y en a qui ressortent pour toi comme peut-être des piliers dans le monde du travail respiratoire que soit tu affectionnes particulièrement, soit que tu vois comme étant vraiment des pièces centrales sur lesquelles on devrait passer un petit peu plus de temps, même si voilà, chaque méthode n'est pas la réponse à tout en elle-même et en isolation. Ouais, alors juste avant c'est une bonne question, juste avant de t'expliquer ça, je pense que j'en suis venue à la conclusion de pas, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bonne méthode, de pas adopter un système et de toujours me tourner vers des principes. Donc, quand j'ai commencé, c'est vrai que je voulais faire des formations et puis je me disais, voilà, je vais apprendre plein de trucs dans les formations, je vais avoir plein de systèmes différents et puis je vais développer, je vais avoir des compétences. Et là où vraiment la première personne qui m'a vraiment éduquée à l'idée de favoriser des principes et pas un système, c'était Julien qui disait StrongFit, c'est pas un système. Et les gens disaient toujours le système StrongFit et ils rappelaient non, c'est pas un système, c'est des principes, c'est le système nerveux, etc. Et pareil, j'avais la première formation que j'ai fait en sortant du BP, c'était avec Mathieu Boulet, donc à l'Institut IP. Où on a travaillé vachement sur les réflexes archaïques et justement sur la sphère du système nerveux aussi. Et pareil, il a un système de travail, mais c'est des principes en fait sur le développement de l'enfant et sur tout simplement le fonctionnement du système nerveux. Donc très vite, j'essaie de m'éloigner de cette vision de système et les systèmes que j'ai vus, j'en tire toujours des petites choses. Des fois, tu vois, je prends 1% par-ci, par-là de certains systèmes. Je me dis ça va m'être utile à un moment. Tu as toujours une personne en fait ou un truc, peut-être
une formation que tu as vue où c'est un système, où c'est très carré, etc. Tu vas pas travailler avec ça. Tu sais que c'est trop carré, c'est trop fermé. Il y a beaucoup de marketing derrière. Mais il y a un petit truc qui, à un moment, va te servir pour quelqu'un. Et c'est là où c'est important de ne pas se fermer non plus, de se dire, OK, la personne, elle me vend un système, je vais m'éloigner de ça. Non. Des fois, il y a des petites choses intéressantes. Donc, j'essaie de prendre des petits outils un peu partout. Mais j'ai la personne fondatrice, vraiment, ça a été donc Mathieu au début qui m'a montré que OK, là, tu as le BP et en fait, tu as la vision de l'entraînement et derrière, à côté, tu as une sphère incroyable avec la neuro qui est fascinante et j'aimerais la creuser, mais je n'ai pas suffisamment de temps à terme, j'espère. Après, il y a eu Julien que j'ai rencontré parce que j'étais très blessée, donc Strong Fit, qui a été mon mentor pendant 2 ans et qui était une personne plus qu'un mentor. J'étais vraiment très, 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 très proche de lui et il a bouleversé, je pense, ma vie à un moment clé où j'étais en train de me créer en tant que coach, en tant qu'athlète, en tant que personne humaine. Puis j'avais la vingtaine et quelques, donc c'était pour moi c'est un moment un peu important dans ta vie. Et voyager avec Julien, au-delà des principes Strong Fit, hein, parce que les principes sont fascinants et Julien est un peu à mes yeux, c'est un génie. Enfin, je ne veux pas mettre des gens au-dessus par rapport à d'autres. J'aime pas cette idée-là qu'il y a des gens supérieurs. Mais dans le terme génie, j'entends quelqu'un qui pense différemment et qui, son cerveau, je pense, s'il m'entend, il rigolera, mais je pense que son cerveau est fait d'une manière où il a une capacité de synthèse énorme, un petit peu comme les gens qui ont de la synesthésie, qui voient des couleurs en écoutant des sons, etc. Je pense que lui, elle a une forme de synesthésie, il a une forme de synthèse dans son cerveau, de vision des choses. Il arrive à faire des liens entre des choses de domaines complètement éloignés de la physique, tout ce que tu veux, et à en voir des principes qu'il applique au mouvement. Et ça, c'était absolument fascinant. Les séminaires partaient dans tous les sens. Il n'y avait jamais un séminaire qui était le même. Donc, j'ai eu la chance de voyager avec lui pendant 1 an. J'ai fait beaucoup de séminaires avec lui. Du coup, à chaque fois, j'entendais le séminaire différemment. Il partait à gauche, à droite, mais c'était fascinant. Et il abordait vraiment le système nerveux, la dimension émotionnelle, surtout comment lier avec Richard qui travaillait sur l'emotional mapping, où il essayait de lier des traumas émotionnels à certains muscles, à certains problèmes d'activation de certains muscles. Donc, ça a été vraiment bouleversant pour moi. Et surtout, les gens qui gravitent autour de lui, il attire des gens qui ont des histoires, qui ont du vécu. Et j'ai eu la chance de graviter avec ces personnes-là, de les côtoyer de nombreuses fois. Et ça a été vraiment très important. Et à partir de là, c'est là où je me suis vraiment dit, voilà, je veux aider les gens, je veux travailler différemment. Et donc, de là, j'ai commencé à faire plein de formations différentes, beaucoup de lectures. Donc, il y a beaucoup de formations que je n'ai pas faites en personne, mais je me suis chopé les bouquins, j'ai réussi à me débrouiller pour avoir des vidéos, pour lire, pour voir des trucs. Et là, j'ai touché à plein de choses. Et après, des formations directes, j'ai fait la formation du CUS, là, dont j'ai eu le diplôme avec la posturo, dont m'avait parlé Mathieu d'Institut IP. Donc, en fait, c'est comme tout. À chaque fois que tu fais une formation, et c'est ce que j'en parle à un copain, la personne, elle va te donner plein de références. Et là, tu as une quinzaine de références que la personne a eues, elle, pour se former et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a fait une synthèse. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire une formation, tu vas avoir plein de références. C'est là où on a tendance à se noyer. Et je pense que c'est très important de ne pas se noyer et de faire des choix et d'explorer une voie, de se dire, OK, dans tout ce qu'elle m'a dit, ce truc-là, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vais aller tester ce truc-là, je vais oublier tout le reste, même si ça avait l'air super intéressant et j'ai envie d'apprendre ça. Je vais me concentrer sur un truc, je vais le maîtriser. Et une fois que je l'ai maîtrisé vraiment, je vais aller voir autre chose. Tu vas entendre plein d'autres références en attendant, mais si tu commences à aller à gauche, à droite, en plus avec les réseaux sociaux, tu vois 15 000 personnes intéressantes, tu ne t'en sors plus en fait. Et j'ai vraiment fait ça au début, j'ai fait plein de trucs et ce que je dirais aujourd'hui, c'est vraiment se forcer à se dire non, je vais juste faire ce truc-là et je vais me concentrer là-dessus. Sinon, tu apprends tout, mais tu n'apprends rien en même temps. Et après, tu es obligé de revenir sur ce que tu as fait il y a 5 ans, mais tu t'en souviens plus et c'est un bordel monstre. Donc voilà, du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Mais oui, donc Mathieu m'avait réorienté vers la posturo. Donc, j'ai fait la posturologie avec CUS. Passionnant, mais pas suffisant. Donc, indispensable, mais sans le travail respiratoire, pour moi, c'est pas suffisant. Je recalibre la personne au niveau des capteurs posturaux, les yeux, la bouche, le pied, les blocages qu'il peut y avoir, les cicatrices, les réflexes archaïques, etc. Mais tu travailles pas sur la respiration. Et je pense que ça reste le travail fondamental de base. Équilibré, bien sûr, les capteurs posturaux sont importants, mais je les mets comme ça. Je pense que si tu fais que l'un ou si tu fais que l'autre,
ça aide pas. Et je pense que les deux sont vraiment complémentaires pour recalibrer. En fait, c'est une recalibration du système nerveux qu'il faut faire via différentes voies d'entrée. C'est comme ça que je le verrais. Et la méthode, mon modèle à moi, ça serait justement de recalibrer le système nerveux, de faire une recalibration du système nerveux via toutes les entrées que j'ai pu explorer. Et à partir de là, du coup, j'en suis arrivée à la respiration parce qu'avec StrongFit, on travaillait beaucoup sur la respiration pour entrer dans le système nerveux. Donc, par exemple, sur un entraînement, on allait essayer de faire que des inspirations, expirations nasales pour rester en sympathique, faire des fortes inspirations, expirations buccales pour activer le sympathique avant un lift lourd, par exemple. Et je me suis dit, OK, c'est intéressant parce que je le voyais sur moi que j'arrivais à tenir plus longtemps sur un entraînement, j'arrivais à me hyper beaucoup plus. J'avais beaucoup des moments où j'avais des sortes de crises d'angoisse et j'arrivais beaucoup à les calmer, par exemple. Et je me suis dit, OK, ça, c'est intéressant. Et de là, j'en suis arrivée à voir tout ce qui est fait par PRI, par Bill, de Bill après. Donc, je fais un mentoring avec Bill, avec Alex, etc. Et donc, de là, j'ai un peu construit tout ça. Donc, je pense que je suis la seule Française à être diplômée PRI actuellement. Je pense, en tout cas. Tu as fait quelle formation? Donc, il y a 2 ans, j'ai fait les 3 premiers modules de base. Ouais. Et là, je suis en train d'essayer de pratiquer les modules d'après. Et donc voilà. Pour ceux qui, pardon de te couper, pour ceux qui connaissent pas, comment tu décrirais PRI? Alors globalement, c'est absolument simple. C'est une vision encore sur des principes en fait. Le principe de base, c'est que le corps est asymétrique. On a un cœur à gauche, un foie à droite. Cette asymétrie fait qu'on a des diaphragmes asymétriques. Donc on a des faisceaux différents au niveau du diaphragme. Il y en a qui sont plus larges et il y en a qui sont plus fins d'un côté. Ça crée des asymétries au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de tout le corps et des adaptations pour résister face à la gravité. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à être biaisé dans un. Donc, eux, ils voient le corps avec des chaînes musculaires et il y a des chaînes musculaires qui prédominent par rapport à d'autres. Et en fait, ils disent que c'est pas mauvais, que juste on est dans cette asymétrie de base et cette asymétrie se renforce notamment par le fait que, par exemple, on parle et que la parole, le langage appartient à l'hémisphère gauche du cerveau qui contrôle l'hémisphère droite du corps. Et donc, comme on parle, on utilise le langage, on a tendance à surstimuler l'hémisphère gauche qui renforce la prédominance du côté droit. Et donc, on a tendance à vivre dans ce côté droit, à ne jamais avoir d'alternance. Donc, quand tu marches, par exemple, tu as toujours une rotation du bassin avec une alternance des bras. Tu as besoin d'avoir cette réciprocité pour avoir une forme d'équilibre entre guillemets dans tes asymétries. Et le problème, c'est que ce déséquilibre qu'on a au niveau des diaphragmes qui n'ont pas la même taille, des organes dans le corps qui ont des poids différents, qui ne sont pas symétriques des deux côtés, de cette prédominance de l'hémisphère gauche du cerveau qui renforce le côté droit, idem au niveau de la vision, tous les systèmes sont affectés par cette asymétrie gauche-droite. On a tendance à vivre sur le côté droit et à ne pas avoir cette réciprocité. Donc, on a tendance à avoir l'hémibassin gauche antériorisé qui entraîne énormément de répercussions, sans entrer dans les détails, au niveau de la musculature, au niveau de la respiration. On va avoir tendance à avoir les côtes à gauche qui vont être en rotation externe, à droite plutôt en rotation interne. On va avoir une rotation de la colonne vertébrale et on va avoir du mal à avoir cette réciprocité d'avancer le bassin à droite, pour faire simple entre guillemets, et tout ça se répercute sur toutes les chaînes. Donc la tête va avoir des rotations aussi pour compenser, un peu comme en posturologie où les yeux essaient toujours de s'aligner pour garder l'horizon. Là c'est pareil, cette asymétrie va créer des répercussions sur toute la chaîne, ce qui fait qu'on a tendance à vivre plutôt en position inspiratoire sur le côté gauche, en position expiratoire sur le côté droit, et on a tendance à mettre son poids du corps plus d'un côté, et du coup on crée des usures, on crée des compensations, parce que le corps va toujours chercher à marcher droit, et donc vu qu'on est asymétrique, il va mettre en place plein de stratégies pour rester droit et pour pouvoir marcher droit et pas marcher en diagonale. Globalement, c'est ça. Mais pareil, ils en reviennent au système nerveux, c'est-à-dire que sur tous les premiers modules, tu vois la respiration, mais quand tu creuses après, il y a une prise en compte de tous les capteurs posturaux, la bouche, les yeux, etc. Et on en revient à cette vision globale du corps pour travailler le système nerveux. Donc au final, en fait, dans toutes les formations que j'ai faites, je me rends compte que, en tout cas, toutes les formations qui m'ont touché, qui m'ont marqué, c'était toujours le système nerveux. Mathieu, les réflexes archaïques, c'était le système nerveux. Julien, StrongFit, c'était le système nerveux. PRI, c'est le système nerveux. Voilà, après, tu as Bill qui a fait un travail exceptionnel aussi, qui a développé un modèle à partir de ça, qui a eu des influences de PRI, mais qui a développé son propre modèle. Et c'est une personne que je porte très fort dans mon cœur aussi. Et voilà, et de là, j'ai juste
pris ce qui résonnait le plus en fait en moi et ce qui faisait le plus sens, dans le sens où Bill, par exemple, avec son modèle, il va juste prendre en compte la gravité, l'influence de la gravité et comment tu manages j'arrive plus à parler en français, mais c'est pas grave, comment tu gères voilà, comment tu gères la gravité. Et en fait, c'est tout simple et c'est des principes de physique. Et Julien fait la même chose en prenant des principes de physique au final et des choses du fonctionnement de l'univers, en fait, tout simplement, tu vois, un peu en physique quantique. Bill, ça va être de la physique pure, et à partir de là, c'est des gens qui ont comme je disais, qui ont cette capacité à voir des choses sur le fonctionnement de l'univers et à les ramener sur nous. Et après, le modèle ostéopathique, qui est fascinant, qui travaille avec la gestion des fluides, avec la respiration, avec ces asymétries-là. Et c'est vraiment passionnant. Mais en fait, tu le retrouves même dans la formation de posturologie. Tu vois, en posturo, il t'explique par exemple que le sacrum se bloque plus à gauche dans l'hémisphère nord et à droite dans l'hémisphère sud, à cause de l'effet Coriolis, qui en fait est un effet du sens dans lequel la Terre tourne, qui crée des rotations. Et en fait, à chaque fois, tu en reviens t'en reviens sur des principes de physique, en fait, de lois de l'univers. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu tires une ficelle et puis tu t'en arrives dans des dimensions où tu parles de physique quantique, et c'est génial. J'adore vraiment la façon dont tu parles de tout ça, parce que on voit que tu as parcouru beaucoup de terrain, que tu as vu beaucoup de choses différentes et que tu as réussi à faire le lien entre elles et de voir les points communs entre toutes ces différentes disciplines. Est-ce qu'il y a des disciplines que tu as vues à un moment donné et qui, peut-être jusqu'à maintenant, peut-être ça changera à l'avenir, mais jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas encore à les intégrer à ton modèle? Pas parce qu'elles sont nécessairement fausses, mais parce que peut-être tu as un chaînon qui manque entre ton modèle actuel et cette méthode-là, mais tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire avec, mais tu ne sais simplement pas encore comment. Ouais, bah, il y a la sphère émotionnelle. Alors, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai mis de côté. Tout ce qui était testing musculaire, par exemple, je le disais au début, c'est des choses que j'ai mis de côté parce que je me rends compte que c'est très biaisé par l'orientation du corps et par les schémas que tu as. Donc, tout ce qui est… au début, je travaillais avec… c'est la NKT qui fait ça, globalement. Tu testes des muscles et tu as des muscles suractifs qui prennent sur d'autres muscles, par exemple. Donc, tu as une inhibition, je sais pas, par exemple, sur mes athlètes qui faisaient du bench, qui avaient des douleurs de coude. Ça marchait parfois, hein, mais je pense que c'était très local. Je leur ai testé le grip il lâchait, et j'allais voir qu'en inhibant le trap, et bah, la force du grip revenait, ou le psoas inhibé par les fessiers, etc., inversement. Et au début, j'utilisais beaucoup ça, et après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de biais en fait dans ces méthodes-là, par l'orientation justement du corps, et en fonction de comment la personne est orientée, le muscle va tester fort ou va tester faible. Donc ça, je l'ai mis de côté, mais j'ai travaillé beaucoup avec ça à mes tout débuts, vraiment, quand j'ai commencé. Et après, il y a des choses que j'aimerais intégrer, mais qui me demandent beaucoup plus de creuser. C'est la sphère émotionnelle. Donc, je l'ai abordé avec Julien un petit peu. C'est quelque chose qui m'a toujours touchée et concernée, parce qu'à chaque fois que j'ai vu des thérapeutes… En fait, moi, j'ai toujours pas guéri, donc je suis toujours blessée depuis 6 ans et j'arrive pas à m'aider. Mais à chaque fois que j'ai vu… Enfin, les derniers thérapeutes que j'ai vus m'ont dit, si tu gères pas la sphère émotionnelle, tu règles pas tes traumas et que tu n'accèdes pas à la dimension limbique en fait de ton cerveau, le limbique va toujours prédominer. Et là, c'est un monsieur qui s'appelle Axel Fréchet. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a c'est un chiropracteur absolument exceptionnel, pas connu, qui a des tarifs dérisoires. Je lui ai toujours dit d'augmenter ses tarifs parce que c'est un monsieur qui fait de la neurofonctionnelle qui est absolument excellent. Et lui m'a dit, voilà, ton limbique prendra toujours le dessus, par exemple, sur le reste. Alors, bien sûr, ça ne fait pas tout, et bien sûr, je pense qu'on peut quand même faire des choses, mais je pense que c'est une sphère qui est importante, et chez certaines personnes, tu le vois beaucoup. Et avec les réflexes archaïques, tu arrives à travailler dessus un petit peu, parce que tu as, par exemple, avec la dimension des réflexes archaïques, tu travailles sur le réflexe de Moro. Des gens, souvent, je les détecte dès le départ en fonction de leur personnalité, de leur manière de se comporter. Là, je travaille avec une petite, par exemple, elle est toute… c'est un truc de fou. Ses jambes, en fait, elle les croise tout le temps comme ça quand elle s'assoit. Elle est tout le temps comme ça. Tous les pieds sont en rotation interne. Elle se tient avec les pieds comme ça. Et il voulait l'opérer, cette petite, des hanches, sans même savoir ce qu'elle avait. Il disait, il faut opérer les hanches. J'ai un problème des hanches. J'ai dit, non, la petite, on ne va pas l'opérer. Elle a 13 ans. Ils n'ont rien trouvé à l'IRM. Ils ne sont même pas capables de dire qu'il y a un vrai truc. J'ai dit, je vois qu'il y a un truc d'insécurité chez cette petite. Il doit y avoir une problématique de réflexe archaïque. Et donc, j'ai vu qu'il y avait
d'un ski hypoactif, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça demanderait de tout expliquer. Mais voilà, elle avait un truc et on a commencé à travailler et en 4 semaines, avec des exos d'ouverture, en la mettant dans un environnement sécurisé, avec une pièce fermée, calme, où elle est seule, où elle n'a pas cette insécurité-là, elle a commencé à changer complètement la manière dont elle se tient. Ça a été tout petit. Au départ, ça a été juste ses pieds beaucoup moins en rotation interne. Elle se passait avec les pieds comme ça naturellement. Mais avant, elle ne le faisait jamais. Et là, ça fait que 4 semaines qu'on bosse ensemble. Donc, j'attends de voir la suite. Mais juste en travaillant sur cette sphère émotionnelle, via les réflexes archaïques, je sais que ça amène beaucoup. Et ça, je l'ai su parce que, tu vois, dans l'inventaire que je fais, les questions que je pose, j'ai toujours une question à la fin. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux me faire part? Tu n'es pas obligé de le mentionner, mais est-ce qu'il y a des choses qui appartiennent à la sphère émotionnelle puis tu penses pourrait être lié à tes problématiques directement, indirectement. Et je dis toujours que je n'ai pas besoin de savoir les détails, juste la personne elle peut me dire oui ou non. Déjà, si elle me met oui et qu'elle n'a pas envie d'en parler, eh ben, au moins je me dis ok, il y a peut-être quelque chose là à creuser. Et des fois, les gens en fait sont tellement en douleur qu'ils te racontent des choses de leur vie absolument désastreuses, des abus sexuels, des choses horribles en fait qui leur sont arrivées, des décès, des choses comme ça. Et en fait là, tu te rends compte en fait qu'il y a des problématiques qui bien sûr viennent affecter la personne, qu'elle les a pas encore digérées. Et donc ça, je pense que c'est un truc très important. Moi-même parce que je suis concernée et que je pense que c'est toujours présent. Et du coup, j'aimerais le creuser, mais je pense que c'est quelque chose de tellement délicat, notamment en travaillant en ligne, sans être avec la personne en présence, qu'il y a des choses où je me sens pas de rentrer moi parce que je me dis ok, si je réveille quelque chose chez la personne de très très fort au niveau émotionnel avec une discussion et que je suis pas là pour épauler la personne, c'est pas sérieux. Et puis tu dis quoi à la personne, elle est là en train de pleurer en larmes devant ta caméra, tu peux même pas être présent, le contact humain c'est pas viable. Donc souvent ce que je fais, c'est que si la personne elle m'indique ça, je me dis ok, je vais essayer de la rediriger vers quelqu'un qui me semble adapté, qui va pouvoir l'avoir en présence, qui a les compétences. Mais si je peux l'aborder, j'essaierai de creuser ça à terme. Ouais, c'est là aussi où je pense pas pour des personnes qui sont formées comme toi, mais pour entre guillemets, le coach lambda comme moi, disons, c'est aussi une sphère de compétences à laquelle il faut appartenir avant de te prétendre à pouvoir aider quelqu'un dans cette sphère-là. Faut pas se dire que voilà, on est coach et on veut aider la personne. Alors certes, on est dans ce métier parce qu'on veut aider les gens, soit à atteindre leur potentiel absolu, soit à atteindre un niveau de santé générale, de compétences générales qui va pouvoir les emmener vers une vie meilleure au jour le jour. Mais il faut aussi quand même rester dans sa sphère de compétences et puis pas mettre le pied là où on n'a pas le droit techniquement de mettre le pied. Bien sûr, déjà ce que tu dis, c'est très vrai. Je pense que c'est important de reconnaître ses limites et puis c'est bien de vouloir s'intéresser à tout, c'est bien d'avoir cette curiosité-là, c'est bien de vouloir aider les gens, comme tu dis, c'est noble. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir tellement aider les gens qu'on oublie ces barrières. Et il y a des gens qui sont compétents et on a chacun notre métier. Et heureusement, on a chacun notre domaine de compétences. Et comme je disais, si tu te disperses partout en voulant toucher à tout, au final, tu feras rien de bien et tu pourras aider de manière un peu globale, mais tu seras juste quelqu'un qui redirigera vers quelqu'un de plus compétent. Donc, c'est pas super. Mais tu le vois par exemple dans les formations de réflexes archaïques, justement, quand tu travailles par exemple sur le Moro, on te dit pas faire le Moro comme ça à quelqu'un qui est seul chez soi en lui donnant ça sur une liste d'exercices, parce que la personne elle peut faire un exo bidon au sol où elle va juste faire des ouvertures-fermetures et elle va se mettre à chialer complet. Donc tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu as besoin d'être informé par rapport à ça. Et ensuite, tu vois que des fois, il y a des gens, juste un mot, ça va déclencher des réactions émotionnelles. Tu vas dire quelque chose et tu vas avoir un mot qui va faire écho à peut-être leur trauma. Et la personne, elle se ferme tout de suite, elle tombe dans de l'insécurité. En fait, elle se protège, elle se braque et ça déjoue tout le processus de confiance, de communication avec le thérapeute. Donc, c'est important comme tu dis, de faire attention où tu mets les pieds, de savoir un peu avant, je pense que c'est important. Tu vois, même cette question-là, oui, non, au moins tu sais qu'il y a peut-être quelque chose, mais après de savoir rediriger. C'est pour ça que c'est important d'avoir un carnet d'adresses. J'ai essayé de faire ça en France parce que c'est dur de connaître des bons thérapeutes. Donc, j'avais essayé de faire un énorme agenda, région par région, et j'avais demandé à plein de gens dans différents domaines, des kinés, des ostéos, des gens en neuro, etc., de mettre les noms des gens qui connaissaient, qui étaient bien en psycho, en médecine chinoise, en tout ce que tu veux, pour avoir des références. Et j'avais mis ça en collaboratif. Bon,
malheureusement, ça n'a pas bien pris. Ça a été un peu rempli, mais pas suffisamment. Mais je pense que c'était une initiative qui était très importante parce que on est beaucoup à travailler de manière isolée dans des régions où des fois il n'y a personne, ou tu travailles en ligne, tu as des clients partout dans la France, des fois dans des patelins, et toi, tu es là derrière ton écran, et si tu es un petit peu sérieux et que tu sais reconnaître tes limites et que tu te dis, OK, là, moi, j'ai atteint mes limites avec la personne, il y a quelque chose qui vient bloquer, elle a besoin d'aller voir un ostéo ou un kiné ou j'en sais rien, un psychologue ou peu importe, et que tu n'as pas de réseau d'adresse, du coup, tu te retrouves un peu dans le pétrin. Et des fois, les personnes vont voir des gens, mais c'est des gens qui ne sont pas du tout bien. C'est vrai qu'il y a des bons thérapeutes, tu n'en as pas partout. Donc, c'est important de développer un bon carnet d'adresses, de développer un réseau, de communiquer avec les gens comme tu le fais. Tu vois, toi, en communiquant avec plein de gens, tu as un grand réseau d'adresses. Et aujourd'hui, si tu avais quelqu'un qui venait te voir, tu saurais certainement le rediriger plus que personne parce que tu as communiqué avec énormément de monde. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ses limites et de savoir vers qui rediriger. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ça en France, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont en concurrence et il y a beaucoup de rivalité pour être celui qui a le plus de likes, celui qui est le plus suivi, celui qui a le plus de patients, de clients. Et on n'ose pas partager ce qu'on a fait, on n'ose pas dire où on s'est formé, on n'ose pas partager ses ressources. Même des fois, ça va être juste un livre, les gens ils veulent pas dire, ou une formation, ils vont pas vouloir communiquer sur leur influence. Et il faut couper avec ça. En fait, il faut être dans le partage si on veut faire grandir le métier, si on veut faire grandir la profession, si on veut aider les gens, si vraiment ton ambition c'est d'aider les gens, tu devrais être ravi qu'il y ait quelqu'un, même à 50 km de toi, qui fait exactement la même chose. Parce que de toute façon, la personne, elle n'aura jamais ta vie, elle n'aura jamais ta vision, elle n'aura jamais ton expérience. On peut faire les mêmes formations. Tu vois, aujourd'hui, j'ai dit avec qui je me suis formée, les gens peuvent aller faire exactement les mêmes formations que moi et ils vont peut-être tirer des choses différentes de ces formations. Ils vont interpréter les choses différemment. Ils ont eu d'autres enrichissements avec leurs patients, avec leurs voyages, avec leurs discussions, avec leur entourage, et ils vont amener ça différemment. Ils vont avoir une approche un peu différente. Et du coup, c'est pas de la rivalité. En fait, tu peux pas avoir de rivalité. Tu es juste dans un échange. Et si tu as l'intelligence et la maturité de comprendre ça et d'entrer en contact avec cette personne-là, quand bien même elle fasse exactement la même chose que toi, qu'elle propose le même service au même tarif et qu'elle soit dans ta ville, et avec cette personne-là, peut-être que tu pourrais échanger, t'enrichir, échanger sur un client par exemple ou un patient et dire voilà, moi j'ai fait ça, est-ce que tu aurais fait pareil, comment tu aurais fait différemment, et ça c'est vraiment dommage. Et j'avais essayé avant d'entrer en école de kiné, mais je fais tellement de choses que du coup, des fois, j'abandonne des projets. J'allais essayer de faire un mastermind, tu vois, de thérapeutes. Et je voulais que tous les mois, tous les 2 mois, on fasse une conférence dans visio parce qu'il y avait le lockdown, mais sinon en personne, où on aurait chacun aurait présenté un étude de cas, un patient, un client, et avec qui il avait du mal à travailler ou avec qui il aurait un super succès et dire voilà, ce patient il est venu avec ça, j'ai fait ça, avec mes systèmes, mon approche, ma vision, et voilà le résultat que j'ai eu. Et tous les gens qui auraient été là, qui auraient été de sphères différentes, kiné, physio, ostéo, chiro, médecin chinois, hypnothérapeute, peu importe, coach, aurait dit ok, moi avec ma formation, mes choses, j'aurais peut-être fait ça ou j'aurais vu ça différemment. Et il y aurait eu, tu vois, une étude de cas par mois, tout le monde aurait parlé et j'aurais trouvé ça super intéressant parce que ça t'aurait permis de connaître des gens qui partagent la même passion que toi, qui veulent aider des gens, 2, développer ton réseau, 3, découvrir d'autres approches, ensuite te remettre en question sur ce que tu as fait parce que des fois on a un système de pensée bien fermé et quand ça marche, tu as tendance à rester avec ça et à oublier le reste. Et du coup, ça permet de toujours se remettre en question, ce qui est vraiment indispensable, et sortir des schémas où tu vas vite te dire, OK, la personne, elle est comme ça, donc elle a ça. Donc des fois, tu fais des biais après de penser et tu te trompes sur le diagnostic. Et voilà, mais bon, je suis partie aux Pays-Bas, j'ai fait l'école de kiné et mon temps est limité. Du coup, j'ai dû abandonner ça, mais j'espère le reprendre dans 2 ans. Et voilà, je pense qu'il y a un gros travail en France à faire, mais je ne sais pas si c'est comme ça à l'étranger, mais en tout cas en France, c'est compliqué. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'était un très très beau fil de pensée sur lequel tu étais lancé. Et pour continuer là-dessus, étant donné que tu n'as pas ce mastermind que tu voulais mettre en place, tu n'as pas ces retours possibles de plein de thérapeutes et de praticiens différents, comment est-ce que toi tu gardes un esprit critique sur ton propre travail? Comment est-ce que tu fais en sorte de ne pas être simplement tête dans le guidon avec ce que tu sais, même si, et comme on l'a vu aujourd'hui sur le podcast, on connaît un rayon, mais on ne sait jamais ce qu'on ne sait pas. Et donc, comment est-ce que tu gardes un esprit critique malgré toutes les connaissances que tu as pu
accumulé et toutes les connaissances que tu as, compétences que tu as développées. Bah, c'est gentil déjà que tu me dis ça parce que moi, j'ai pas confiance en moi. Déjà, c'est mon plus gros défaut. Donc, j'estime que je connais pas assez et j'ai l'impression qu'il y a encore une montagne à connaître. Mais c'est gentil. Après, déjà, avoir un mentor, je pense que c'est important pour évoluer parce qu'il va avoir un bon mentor. En tout cas, c'est quelqu'un qui est honnête avec toi, qui est authentique et qui te dit, qui t'aide, qui te guide, mais qui te biaise pas, qui t'oriente pas, qui juste va te proposer différentes voies, te montrer des choses à travers son expérience et qui va critiquer aussi ce que tu vas faire de par son expérience, te dire ok, là par exemple, bah, c'est pas adéquat ou voilà, avec mon expérience, c'est pas bien. Donc ça, c'est très important, je pense, d'avoir un mentor. Le deuxième, c'est les échecs, parce que tout le monde en a, même ceux qui postent que des réussites sur leur Instagram, de résultats avant-après. On a tous des échecs et on le dit peut-être pas parce que c'est pas vendeur, mais bon, personnellement, ça m'arrive de m'arracher la tête des fois et de me dire, mais je suis la pire thérapeute. Et heureusement, j'ai mon conjoint qui me dit, tu vois, mon conjoint, ça a été mon plus grand support et à chaque fois que j'ai douté, et je crois que je doutais un jour sur deux, à un moment, un matin, c'était j'adore ce que je fais, l'autre matin, c'était je serai jamais douée pour ce que je veux faire. C'est un milieu trop compliqué, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de mystères et je ferais mieux de faire un métier simple, vendeuse, où tu as un truc bien carré et tu sais que ce que tu fais, tes efforts, ils sont rétribués et tu sais ce que tu fais. Donc, c'est un milieu vraiment compliqué. Mais du coup, les échecs, on en a tous et forcément, des fois, ça rate et tu es obligé de te remettre en question, te dire, OK, est-ce que c'est la personne qui n'a pas fait ses exos? Est-ce qu'elle en a fait assez? Est-ce qu'elle a bien fait ses exercices? Est-ce que ce que j'ai fait, donc si tout ça c'est oui, est-ce que toi tu t'es pas trompé dans ton analyse? Et donc là, tu es obligé d'un moment de te remettre en question si t'es pas un but et que tu oses te dire, OK, c'est peut-être moi le problème dans l'absence de résultats. Ça m'est arrivé de rembourser des personnes. Par exemple, je faisais le mieux que je pouvais mais je dis à tous mes clients, je leur dis toujours, si ce que je fais, ça marche pas et que tu as vraiment tout fait de A à Z, je te rembourse parce que je suis pas là pour l'argent, je suis là pour essayer de t'aider. Et si tu m'as payé et que tout ce qu'on a fait, tu as vraiment été carré, j'ai vérifié que tu faisais bien tes exos, ça marchait pas, bah, je te rembourse parce que je t'ai rien apporté. En fait, j'y perds pas parce que j'ai travaillé sur cette personne, je me suis interrogée et elle m'a permis justement de me remettre en question et me dire, OK, l'approche que tu as eue là, elle n'a pas marché. Et après, moi, je me dis pourquoi ça n'a pas marché. Et après, je prends le temps nécessaire pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais voilà, donc j'estime que c'est jamais du temps ou de l'énergie ou de l'argent perdu. Donc les échecs, c'est très important. Et la dernière chose, j'allais dire quelque chose, mais je me suis perdue pour te remettre en question. Ah, les réseaux sociaux, parce que du coup, tu peux toujours échanger justement avec des pairs. Et j'ai la malchance d'être très isolée là où je vis. Donc, je suis venue aux Pays-Bas en espérant pouvoir m'entourer de gens plus intéressants. Mais à l'école de kiné, ça a été une catastrophe. J'ai fait aucun compagnon. Je crois que je suis la plus associable. Je suis restée Il y a des gens très gentils, mais on n'a pas du tout les mêmes visions du tout. Mais voilà, je suis très isolée au quotidien et le fait de travailler en ligne, c'est très compliqué pour moi parce que je ne peux pas échanger avec personne. Et mon conjoint, je peux lui parler, mais lui, il est dans la préparation physique, il n'est pas dans le rehab. Donc, je ne peux pas tout non plus. Je lui parle beaucoup, mais lui, il ne peut pas avoir ce double échange à ce niveau-là. Donc, avoir des pairs sur les réseaux que j'ai connus via les séminaires. Donc, les séminaires, c'est la meilleure manière de rencontrer des gens qui partagent ta passion, qui ont envie d'investir dans leur éducation, puisque si tu payes 1200 euros une formation de 3 jours, c'est que tu es prêt à investir dans ça. Rencontrer des gens du monde entier et grâce aux réseaux sociaux, on peut échanger et tu peux apprendre. Je pense que déjà, tu peux tout apprendre. Je pense que c'est une excuse quand les gens disent c'est cher, il faut faire des formations. C'est pas vrai. Aujourd'hui, l'éducation, elle est disponible à tout le monde, même à quelqu'un qui vit en Inde à partir du moment où il a accès à un cybercafé et qu'il peut se connecter sur Internet. Tu as une ressource impressionnante sur Internet en termes de lecture, en termes de vidéos, en termes de podcasts. Enfin, tu peux tout apprendre. En fait, tout est quasiment disponible. Tu n'as pas le papier à la fin. Et le papier, c'est pas ce qui est important. Et ensuite, en termes de remise en question, parce que du coup, tu as des personnes qui ont des approches différentes et c'est super. Alors, c'est vrai qu'avec la culture actuelle, je pense que pour faire des vues et pour faire de la pub et pour te faire connaître, c'est souvent des clashs à la con et c'est souvent regarde, lui il fait de la merde et moi ce que je fais c'est bien et il n'y a pas d'échange, c'est nul, c'est pas constructif, mais ça fait des likes et c'est repartagé 300 fois et tout le monde est content.
par expérience, j'avais fait un truc sur Squat University que j'aime pas du tout, mais j'avais fait un post, mais c'était pas du tout pour clasher lui en fait, juste c'était une critique d'un truc qu'il avait fait, mais je critique pas la personne, je critiquais juste sa vision sur un truc. Et tout le monde a repartagé ça. Après, j'avais eu le plus de repartages que j'ai jamais eu, alors que le truc était simple. Mais c'est juste parce que les gens ont interprété ça comme je suis en train de critiquer Squat University. Oh mon Dieu, elle a osé s'attaquer à lui. Un peu comme si tu critiquais Major Movement ou quoi. Les gens vont, oh mon Dieu, elle critique l'élu, quoi. Et c'était pas du tout l'intention. Donc malheureusement, je pense que ce truc-là des réseaux sociaux fait que les gens ont tendance à faire des trucs qui vendent, du clash, des phrases bien grosses qui tapent à l'œil. T'es obligé de faire des gros titres à la con pour que ça vende. Pareil pour tes vidéos YouTube, tu vois. Tu rigoles parce que tu penses la même chose que moi. Je rigole parce qu'on a fait un live tout à l'heure avec Kevin et avec Fred. Fred Kos et K-Swiss. Et qui échangent en ce moment, justement. Ouais, et à un moment, Fred, il a dit, là, je crois j'espère que je ne me trompe pas, il a dit, la compétence, ça prend du temps. Et j'ai rigolé, j'ai dit ça devrait être le titre du podcast. C'est pas le gros titre du podcast. C'est le pire des titres que tu puisses choisir. Mais voilà, c'est la vérité. Enfin, c'est ce qui est vrai, mais comme tu as dit, le vrai ne vend pas nécessairement toujours aussi bien que le sensationnel. Bah, tu le vois, même les images, les visuels que tu dois mettre pour faire que quelqu'un clique sur ta vidéo, bon, c'est dommage. En fait, c'est du temps énorme perdu, tout ce qui est mise en page, mise en vidéo, pour que les gens cliquent sur ton contenu et ils restent surtout après, parce que le nombre quand tu vois le temps que les gens passent sur ta vidéo, des fois, je me dis, ah super, j'ai eu plein de vues et mon message, il est passé. Et après, je vois le temps de visionnage, 10 secondes en moyenne. Je me dis, bon, ok, là, c'est un raté complet. Mais c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, je pense que des fois, comme j'ai dit au début, il faut savoir s'adapter et se dire, ok, être intelligent et se dire, si les gens ils veulent ça, je vais faire ça. Mais derrière, je vais être assez intelligent pour trouver une stratégie pour derrière les amener vers quelque chose de plus concret. Juste, il faut que j'arrive à les attraper pour les rediriger vers ce qui, moi, me tient à cœur. C'est un gros travail vraiment avec mon conjoint. Au début, on se disait non, on fera pas de podcast, on mettra pas un temps limite au podcast. Si le podcast il dure 3 heures, il durera 3 heures. On parlera de ce qu'on a envie. Et après, on s'est dit non, peut-être que là, c'est pas intelligent parce que personne va le voir. Et au final, notre message, il passe pas du tout. Donc, on essaie là de trouver un compromis, comme je te disais, avec des extraits d'1 minute, peut-être une phrase un peu tape à l'œil, mais qu'après, ça donne envie aux gens d'aller voir la super longue vidéo. On espère que ça marchera, on verra. Mais voilà, on a dérivé, mais les réseaux sociaux, je pense que ça a du bon, et notamment avec l'échange avec les pairs justement, et c'est un atout pour se remettre en question. Victoria, en plus de l'école que tu es en train de faire, et tu as dit que tu en as encore pour 2 ans? Ouais, 2 ans. Si j'arrête pas avant, parce que je t'avoue que tous les jours, je me dis, je vais arrêter. Et tous les jours, je me dis, ok, t'as fait un jour en plus, tu vas arriver à la fin. Tu as certainement lu ou tu connais Thinking Fast and Slow? Oui, bien sûr. Ouais. C'est Kahneman. Kahneman, ouais. Ouais. Ce qui me vient à l'esprit, c'est The Fallacy of Sunken Costs, quand tu me dis ça. Et donc, je te pousse dans aucune direction. Quand tu me dis, j'ai fait encore un jour et il faut que je continue, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, je t'en fais pas. Je retiendrai ta phrase. J'essaie de pas me laisser biaiser par rien du tout mais en fait, je pense que quand tu es pris dans un tourbillon, des fois, tu n'as pas le temps de réfléchir en fait à ce que tu vas faire, et tu es pris dans cette spirale et tu fais, les jours ils passent et tu n'as pas le temps en fait tu as tellement de choses en cours que tu n'as pas le temps de prendre un dimanche pour dire ok, qu'est-ce que je fais, je continue, j'arrête, je vais dans quelle direction. Donc tu fais, tant que tu tiens, tu y vas, et voilà. Après, ce qui est plus problématique, c'est le coût des opportunités ratées, c'est-à-dire que souvent on a tendance à se dire, si je fais ça, si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais perdre? Par exemple, si je fais pas l'école de kiné, qu'est-ce que ça va me limiter plus tard? Est-ce que je pourrais donner des formations? Est-ce que je pourrais faire des séminaires? Est-ce que je pourrais ouvrir un cabinet? Est-ce que je vais avoir autant de public, etc. Et est-ce que si je vais travailler à l'étranger, je vais pouvoir m'adapter facilement? Mais en même temps, tu penses pas à tout ce que tu ne fais pas en faisant ça. Et c'est mon plus grand regret, c'est de pas avoir réfléchi à ça avant.
Parce qu'au final, je me rends compte qu'en étant à l'école, j'ai énormément d'opportunités que je dois refuser, des vidéos que je dois faire pour des gens, des articles que j'écrivais avant, du temps pour moi aussi, parce que c'est du temps de ta vie qui passe et ta vie, elle n'est pas illimitée. Et du temps pour mes proches, pour mon conjoint, pour ma famille. Tu vois, quand je rate un moment avec mon papa parce que je dois faire un cours qui en plus m'intéresse même pas de kiné, je me dis c'est quand même con parce que quand tu vas te retrouver sur ton lit de mort, tu te souviendras pas de ton cours de kiné, tu te souviendras des moments importants et riches émotionnellement. Donc il faut penser aussi au coût des opportunités perdues et se dire ok, mon temps il est précieux, il a de la valeur. Et ça, je remercie Julien de me l'avoir dit, dans le sens où Julien, il avait dit un jour, mon temps, c'est de l'argent et mon temps coûte cher parce que c'est du temps de ma vie en moins. Donc, quand je prends une demi-heure pour toi, pour discuter avec toi ou pour t'enseigner un truc, c'est du temps de ma vie que j'ai en moi, en fait, tout simplement. Et ce temps-là, il est précieux. Donc, c'est important de faire des choses que tu as vraiment envie de faire et de réfléchir justement si tu prends une direction. Est-ce que tu vas pouvoir faire ces choses-là ou est-ce que tu vas… c'est 3 ans de ma vie en fait là que je suis en train de donner à une école de kiné. 3 ans où je vais pas pouvoir faire d'autres formations, où j'ai du mal à les faire à 100%, où j'ai moins de temps pour voyager, moins de temps pour rencontrer des gens, pour discuter. J'arrive même pas à discuter avec des gens sur Instagram parce que j'ai pas de temps. Donc j'arrive même pas à discuter avec des pairs ou des choses comme ça. Et ça, faut en être conscient parce que souvent on voit juste ce qu'on va rater si on fait pas quelque chose, mais on voit pas tout ce qu'on rate à côté qu'on ne fait pas en fait en attendant. Et donc, en parallèle à tout ça, quels sont un ou deux projets dont tu te réjouis vraiment que tu aimerais peut-être mettre en route, que ce soit ces prochaines semaines, ces prochains mois ou même ces prochaines années? J'aimerais reprendre le mastermind, le podcast, parce qu'on avait lancé un podcast avec mon conjoint et au début, on avait beaucoup de mal à le mettre en place. Et cette année-là, au début, on était régulier et là, on a dû complètement le mettre de côté à cause de moi parce que j'avais jamais le temps et c'était très compliqué. Mais on aimerait l'ouvrir un peu plus parce que j'aime, c'est pour ça que je te remercie de m'inviter sur le podcast, parce que ce que j'aime le plus, c'est rencontrer des gens qui partagent des choses. Et là, on a beaucoup parlé de moi, mais j'espère pouvoir rediscuter avec toi pour avoir ta vision et ton approche et pouvoir échanger avec toi, tu vois, vraiment pas juste l'impression de répondre à toutes les questions et de ne pas pouvoir parler avec toi, mais je serais très ravie de pouvoir échanger avec toi et apprendre à connaître ta vision. Mais c'est super, tu vois, de rencontrer du monde via ça. Et via le podcast, tu rencontres inévitablement des gens avec qui tu n'aurais même pas pensé pouvoir échanger à un moment. Donc ça, c'est super. J'imagine que tu te régales et que tu prends… Je sais pas si au début, tu as fait ça avec cette envie-là de faire autant de gens, si tu pensais que ça prendrait telle ampleur ou c'était plus un plaisir personnel ou… Je sais pas quel était ton… Il y avait plusieurs idées. Une, c'était qu'au niveau création de contenu, il n'y a pas mieux. C'est vraiment pour moi le b.a.-ba. J'ai toujours voulu créer du contenu et parler avec quelqu'un d'autre. J'adore ça déjà, donc c'est bien, ça aide. Et donc de pouvoir faire ça. T'as la communication facile. Facile, je sais pas, mais en tout cas, moi je kiffe, donc ça va. C'est pas du tout. C'est principal. Quand je dois faire un podcast, je me dis jamais ah merde, putain, je dois faire un podcast. Non, j'ai la chance de faire un podcast, j'ai la chance de parler avec quelqu'un comme toi aujourd'hui qui a tellement de vécu, qui a une vraie passion, une vraie flamme. Tu as dit, tu vois, moi je t'interviewe pour t'entendre parler. Il y a des conversations où je parle un peu plus, d'autres où je parle un peu moins, mais là, ça fait 1h20 que je me régale à t'écouter parler, à voir tes perspectives. Comme je le dis toujours, moi, j'apprends énormément avec mes podcasts et surtout dans la mise en relation des différentes perspectives, des différentes méthodes, des différents principes. Là, le nombre de connexions que tu as pu refaire pour moi dans le monde dans lequel on évolue avec toutes les différentes perspectives, les choses qu'on voit. Quand tu as dit même ostéopathie et gestion des fluides, et là, tout d'un coup, il y a un monde de l'ostéopathie que moi, je ne connais pas du tout. En tout cas, je le connais en tant que patient de temps en temps, mais je ne le comprends pas comme un praticien le comprend. Et je t'enverrai des références de livres, si tu veux, qui sont très, très cool sur ça. Avec plaisir. Et tu me dis gestion des fluides et j'ai parlé à Bill il y a 3 semaines. Et d'un coup, j'ai ces deux qui se mettent en relation et je me dis, OK, ça clique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un puzzle. C'est toujours un puzzle. Donc, tu vois, je m'éparpille aussi quand je parle.
C'est pour ça que je parle pas beaucoup. C'est normal. Donc, il y avait la création de contenu, il y avait le fait de pouvoir parler à plus ou moins qui je veux. J'en suis pas encore à ce stade-là où je peux vraiment appeler qui je veux ou contacter qui je veux pour les recevoir sur le podcast, mais ça progresse et ça, c'est une chance vraiment de pouvoir faire ça. J'apprends énormément et au final, ouais, maintenant, je me dis, voilà, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas de modèle à suivre. Alors, il y a des modèles à suivre, il y a Joe Rogan, mon spirit animal, que j'aime dire. Mais en même temps, le Saint Graal. C'est le Saint Graal, mais au final, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à des gens à qui il a envie de parler. Tu vois, je te parle à toi, je parle à mon pote Quentin qui fait des stats à l'Uni de Lausanne, je parle à des chercheurs qui font de la recherche, des trucs que tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien. Toi, ça t'intéresse bien sûr. Des trucs obscurs des fois, mais au final, c'est pour ça que je le fais. Et donc voilà, pour ces plusieurs raisons, ces plusieurs raisons font que je fais le podcast aujourd'hui. Merci je te comprends parfaitement. Lancer une petite question pour laissez-moi m'éparpiller dans tous les sens. Non, mais moi aussi, bien sûr, là, je suis invitée, il n'y a pas de souci, mais forcément, moi, j'aime aussi échanger avec les gens et c'est aussi pour ça que je fais le métier que je fais. Mais tu me fais penser un peu j'ai ce même truc-là que je partage avec toi, je pense, et Julien aussi, parce que Julien, à chaque fois que j'ai voyagé avec lui, en fait, je pense qu'on partage ça tous les trois. Dès qu'il y a quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, peu importe le domaine, ça peut être la poterie ou un gars qui fait du puzzle. Enfin, si le gars, il est passionné par ce qu'il fait et c'est un geek dans ce qu'il fait, il met tout son cœur là-dedans, il passe ses heures là-dedans, mais c'est génial de l'écouter. Enfin, n'importe qui peut rendre un sujet qui, comme ça, paraît complètement ennuyant. Enfin, même, je sais pas si t'aimes pas l'histoire et que quelqu'un te parle du roi Charles V, mais lui, il a la passion de ça, il va te la retransmettre, cette passion, et t'arrives à te dire, je vais aller voir une expo de Charles V ou je vais m'acheter un bouquin parce qu'il m'a tellement transmis en fait cette passion-là. Et Julien, il avait ça à chaque fois qu'on allait dans un café, il allait toujours dans un café avec un barista. Le mec, c'était sa passion. Il me racontait que des fois, il allait se faire coiffer il me disait, je paierais pour retourner à Rome, par exemple, me faire coiffer les cheveux par un coiffeur qui avait un petit boui-boui tout pourri. Mais le mec, il était complètement passionné. Il lui avait parlé de tout dans la coiffure et c'est pas du tout un domaine que Julien forcément l'intéressait, tu vois. Mais le mec était tellement passionné qu'il lui expliquait des trucs sur la coiffure, ça le faisait vibrer en fait. Et il me disait, je paierais pour aller voir quelqu'un comme ça. Et ça résonnait beaucoup en moi parce que j'avais ce même truc où avec le voyage, tu rencontres des gens qui ont des passions complètement différentes, des vies différentes, et ils te parlent de leur passion, et ça peut être n'importe quoi, et ils arrivent à te transmettre ça. Donc, je comprends tout à fait ton envie. Et après, juste pour répondre à ce que tu disais, que tu n'osais pas encore aborder tout le monde, mais en fait, je pense qu'il faut que tu oses vraiment, parce que je pense que dans la vie, si tu n'oses pas faire des choses par peur de pudeur ou par peur de te prendre un refus, tu vas passer à côté d'énormément d'opportunités. Et dans ma vie, j'en ai parlé sur le podcast que j'avais fait avec No Brain No Gain il y a un an. Je me suis jamais mis de barrière, même quand il y avait des choses qui me paraissaient impossibles. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire le plus de choses. Et en général, ça a payé. Et quand ça n'a pas payé, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Mais par exemple, pour la petite information, l'école de journalisme que j'ai fait, par exemple, j'étais en fac de sociaux, j'ai postulé en école de journalisme et j'ai raté en fait mon écrit. J'ai réussi l'oral super bien, mais j'ai raté l'écrit et du coup, j'étais en liste d'attente en fait. Et je n'étais pas prise sur la liste d'attente. Et moi, à ce moment-là, j'étais sûre que je voulais faire du journalisme parce que j'étais blessée et je ne pouvais pas travailler dans le sport, on ne me laissait pas valider le STAPS. Et donc, je voulais écrire, je voulais impacter les gens. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre et j'ai des facilités pour écrire. J'écris depuis que mon premier roman, je l'ai écrit à 6 ans. Donc, j'ai écrit un roman quand j'avais 6 ans qui s'appelait Orpheline à 10 ans. J'avais des thématiques super dark. Mais j'écrivais beaucoup et j'adorais écrire, tu vois. J'écrivais des histoires sur des hérissons quand j'étais toute petite. Et du coup, c'est un biais que j'ai toujours vu que j'aime. J'écris pour moi, j'écris beaucoup. Et du coup, j'ai dit, OK, mon atout à moi, c'est d'écrire et j'ai la communication facile et j'arrive à transmettre ce que je veux. Donc, j'écris un énorme mail que j'ai envoyé au directeur de l'école. Et bon, normalement, un concours, c'est un concours. J'espère qu'il n'écoutera pas ça parce que ce n'est pas censé savoir. Mais un concours, c'est un concours. Tu n'es pas censé être repêché si tu n'étais pas en liste d'attente. Et j'ai envoyé un long mail où j'ai juste parlé de moi, de qui j'étais, pourquoi je voulais faire ça, de ce qui m'animait, de ma passion. J'ai écrit ma passion comme je pouvais. Et j'ai envoyé ça. Il était 1h du matin et je sais plus, j'ai dit, voilà, il est 1h du matin, mais pour moi, ça me tient à cœur et cette école, je veux la faire. Et si vous me dites non, je continuerai en fait. Et 24 heures après, même pas une semaine ou quoi, 24 heures après, j'ai reçu un mail.
écoutez, votre mail m'a énormément touchée. Normalement, c'est pas possible de vous faire rentrer dans une école. On n'a pas le droit, surtout que j'étais même pas, j'étais out de la liste d'attente en fait. Et il m'a dit que votre mail m'a vraiment touchée. Il m'a dit, et je vais créer une place dans l'école pour vous. Et du coup, en fait, normalement, la promo, c'était 20 personnes et on a été 21. Et il m'a dit, on va faire un entretien. Donc, j'ai descendu pour le voir. On a fait un entretien d'1 heure et je l'ai vu en vrai. J'ai dit ce que je pensais et il m'a dit, OK, voilà, on a créé une place pour vous dans l'école, chose qu'il ne se fait jamais. Donc, dans la vie, il faut toujours tenter, même quand tu te reçois des noms et qu'il faut tenter, en fait. Tu n'as rien à perdre. Si tu ne sais pas, tu n'auras pas. Et voilà, je pense que peu importe. En fait, même je regarde, tu pourras lui envoyer un truc et lui dire, voilà, t'es le Saint Graal, j'ai envie d'échanger avec toi. Et peut-être que lui, il va se dire, génial, j'ai un gars qui m'écrit de l'autre bout du monde et j'ai envie de discuter avec lui, tu vois. Donc, je pense que il n'y a pas de gens supérieurs, juste voilà, il y a des gens qui sont un peu plus avancés en termes de ce qu'ils ont fait dans la vie, mais on a tous quelque chose à apporter, on a tous une richesse, on a tous vécu des choses différentes et peu importe que tu sois connu, pas connu, même un SDF dans la rue, il a certainement énormément de choses à t'apprendre par son expérience, son vécu. Même un enfant, en fait, des fois, tu parles juste avec un enfant qui a 5 ans et sa vision du monde d'enfant de 5 ans, elle va faire résonner en toi quelque chose qui va être important. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre de biais ou quoi. Tu devrais lui envoyer un mail ce soir. Et s'il te dit oui, tu me feras un petit clin d'œil. Je pense qu'on va finir là-dessus parce que alors j'apprécie grandement le conseil et je le prends à cœur. C'est vrai que, personnellement, je me mets dans ce cadre-là, je me mets des barrières. Par exemple, Bill, pendant très longtemps, je lui ai pas écrit. Je me suis dit qui je suis moi pour l'inviter sur le podcast. Et je crois que c'était mars ou avril. Je me dis allez, merde, je vais envoyer un DM et c'était parti. Il m'a dit ouais, pas de problème. Ça a pris un peu de temps, etc. Mais c'est très ouvert. Bien sûr, et donc je le fais de plus en plus, mais je le sais. Donc tu me le dis et je m'en rends compte aussi. Il faut que je voilà. Everything you ever wanted is on the other side of fear. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai toujours raisonné. Valide. Et ouais, tu valides ça, j'en suis certain. Et donc je le prends pour moi comme conseil et je pense que tous les auditeurs peuvent le prendre aussi pour eux. C'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur. Si on arrive à faire face à ses peurs, si on arrive à simplement mettre un pied en avant là où on se sent un petit peu stuck, on se sent un petit peu figé et on a peur d'avancer. Simplement mettre un pas en avant, ça peut faire changer beaucoup de choses. Donc, je veux te remercier personnellement pour ce petit conseil que tu m'as donné parce que ça veut dire beaucoup pour moi et j'espère que les auditeurs en auront tiré autant que moi de cette superbe discussion qu'on a eue pendant près d'1 heure et demie maintenant. Donc, je veux tout d'abord te remercier du temps que tu as pris pour venir sur le podcast, pour échanger avec moi, pour partager ta vision des choses avec énormément de passion. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui ne te suivent pas encore? Ils devraient absolument te suivre et suivre bien sûr ton futur podcast et tous tes futurs projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Victoria, sur les réseaux? Alors, sur Instagram, The Human Movement Therapy, j'ai réussi à dire le nom de mon entreprise, je suis heureuse. Le podcast, c'est The Strength Web Podcast, mais il est un peu mort en ce moment, mais tous les liens sont dans ma bio Instagram, dans le Linktree, donc on peut tout retrouver. Mon site, c'est pareil, www.thehumanmovementtherapy.com, mais je m'en occupe pas beaucoup en ce moment, donc il faut que je reprenne. Mais là, je suis en train de tout reprendre petit à petit, d'essayer de consacrer plus de temps. Je vais commencer à poster beaucoup plus souvent parce que j'ai délaissé ça et que c'est important pour moi. Et puis voilà, après je me déplace régulièrement et juste pour terminer, si jamais il y a des personnes qui jamais refusent tes podcasts, c'est que les personnes ne sont pas humbles et se considèrent supérieures et les personnes qui sont pas humbles et qui n'ont pas cette humilité, cette authenticité, elles valent pas la peine. Donc tu perdras pas grand chose, je pense. Tu sauras que c'est des personnes que tu peux mettre de côté. Merci Victoria, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. À bientôt. Ciao. À bientôt.